Rav Tov à toutes et à tous. Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est l'univers donc de la fraternité, de tout ce qui est au fond dans le monde des relations entre les enfants. On avait parlé longtemps de cela, des problématiques de jalousie et autres. Mais ce soir, on va voir comment construire une dynamique positive à l'intérieur des relations fraternelles. Et ceci va avoir d'autant plus d'importance, c'est que les relations fraternelles ne s'arrêtent pas au moment où les enfants quittent la maison. On reste frères et sœurs, on espère, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Avec par la suite, en effet, de nouvelles familles qui se construisent, des étrangers qui pénètrent la famille, n'est-ce pas, hein, c'est les beaux-frères, les belles-sœurs. Et évidemment que les relations de fraternité jouent un rôle fondamental dans l'équilibre, et à la fois de la cellule familiale lorsque les enfants sont ensemble, mais a fortiori lorsque celle-ci s'élargit, même si concrètement nous ne sommes plus nécessairement sous le même toit. Alors, on sait très bien que l'univers de la fratrie dans la Torah, il démarre mal. Il démarre même très mal, puisque les premières fratries que l'on voit dans la Torah sont assez conflictuelles, avec des conséquences assez lourdes. La première fratrie de l'histoire, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, ça finit par un meurtre, et la disparition du meurtrier, puisque lui, ça y est, son histoire s'arrête. Par la suite, on voit qu'on a Abraham et Sarah avec Ishmaël et Yitzhak, avec deux univers qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On a la suite avec Yaakov et Esav, le plat de lentilles et tout ce qui va derrière. On a les 12 fils de Yaakov, il y a aussi une fille dans le secteur, et là aussi ça se passe pas génialement bien. On se dit bon mais c'est super quoi, c'est-à-dire ben, la Torah au moins elle nous décontracte. Si à la maison juste ils se tirent les oreilles et puis ils se cachent les jouets, c'est détente. Par rapport à ce qui s'est passé dans la Torah, c'est top. Donc on va essayer, si vous le voulez, d'abord de nous tourner un petit peu vers les textes et de voir qu'est-ce qu'on est en train de nous dire et qu'est-ce qui s'est passé au fond dans ces histoires. Alors, pour tout vous dire, les psychanalystes s'en donnent à cœur joie, hein, avec ce qu'ils appellent les récits mythiques, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a énormément de choses à dire et on peut partir extrêmement loin. Nous, on sait qu'on est dans une histoire que la Torah nous révèle, qui fait partie d'une réalité. Et donc, si la Torah a besoin de nous souligner certains épisodes, c'est que nécessairement ils sont source d'enseignement par rapport à nous. Et si, à un moment, on met en exergue dans la fraternité le conflit, c'est que sans doute c'est ça qu'on a besoin d'explorer. Pas marqué dans la Torah, attendez, ils ne se sont jamais fait un bisou, ils n'ont jamais été sympas, ils ont symboliquement jamais joué au foot ensemble, quoi. On a l'impression que quand on vous parle de cette fraternité, la seule chose qu'il y a eu, c'est une bagarre. Mais attendez, il y a eu un quotidien quand même. Vaïsneu Otot, c'est vrai que les frères de Yosef vont éprouver vis-à-vis de lui cette haine, mais en dehors de ça, depuis que Yosef naît, ça ne démarre pas tout de suite de cette manière. Il y a sûrement eu aussi des moments sympathiques. On n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est pas là, c'est pas présent. Alors, essayons tout d'abord de nous arrêter à c'est quoi une fraternité, c'est quoi l'univers dans lequel deux parents donnent naissance à un monde pluriel. Lorsque l'enfant naît, il est le résultat d'une rencontre entre un homme et une femme, et le désir de Dieu, et il faut émerger un enfant unique qui va bien sûr focaliser sur lui l'attention de ses deux parents. Dès le moment où un autre enfant arrive, le couple se retrouve dans la même situation que lors de la première naissance. Ils arrivent à faire émerger quelque chose d'unique, mais là déjà il va y avoir donc une répartition, parce que le premier n'a pas disparu entre-temps. Le premier est toujours là. Donc on va rentrer dans le monde du partage, et donc l'arrivée du second introduit dans l'univers de la famille une notion
qui est celle de la nécessité absolue du partage. C'est-à-dire, je vais devoir maintenant consacrer à ces deux êtres que nous avons désirés, et a fortiori s'il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire plus parfois, c'est pas un concours, hein. Donc, on va introduire l'idée du partage. Et c'est peut-être ça qui va être la base même de ce qui va créer le monde de la fraternité. C'est-à-dire savoir que je ne peux pas exister si à un moment tu n'es pas prêt à accepter, à renoncer à quelque chose qui t'était dédié, qui maintenant ne l'est plus. Jusqu'à présent, jusqu'à mon arrivée, c'était toi, exclusivement. À partir de mon arrivée, ça ne peut plus être toi exclusivement. C'est aussi moi, donc tu renonces. Lorsque le troisième arrive, les deux premiers renoncent. Lorsque le quatrième arrive, il renonce. C'est-à-dire qu'il y a un renoncement. Et même si on positionne ça au niveau quantitatif, avant il y avait, on va dire, une demi-heure, maintenant il n'y a plus que 20 minutes possibles pour moi. Maintenant, et c'est ça au fond, c'est-à-dire que le monde de la fratrie, il se construit parce que on a renoncé à quelque chose. Renoncer, c'est une des choses les plus complexes. Mais c'est quelque chose qui va être au cœur même de l'histoire qu'annonce la fraternité, c'est-à-dire le monde des relations élargies avec l'humanité. On ne peut pas créer un monde de relations si dès lors que l'on est obligé de renoncer à quelque chose, on le refuse. On l'avait vu ensemble dans un cours, je crois, il y a marqué « Kne le chachaver » « Achète-toi un ami ». Bizarre. Acheter, c'est renoncer à ce qui m'appartient pour avoir quelque chose. La relation d'amitié, c'est arriver à renoncer à quelque chose qui est à moi pour laisser la place à l'autre. Pour mettre de côté le temps que je pourrais utiliser pour moi et faire en telle sorte qu'il soit là pour le servir, lui. Être à son écoute, lui rendre service, que sais-je. C'est ça la base d'une société. Dans une société, lorsque la relation s'arrête parce qu'à un moment ça m'oblige à renoncer, alors on est dans un système animal dans lequel l'idée de mettre de côté sa propre histoire pour que l'histoire de l'autre existe n'est pas présente. C'est pour cela qu'il y a un enjeu capital ici. Rappelez-vous, rappelons-nous en tant que parents, que créer à l'intérieur de la fratrie un sentiment de proximité, de complicité, on va voir comment on va y arriver, c'est mettre en place les principes mêmes d'une société qui va pouvoir fonctionner de manière équilibrée. J'ai une idée qui est peut-être complètement fausse, c'est une hypothèse. Si aujourd'hui nous sommes dans un monde dans lequel le terme de solidarité, même s'il est employé très souvent, est fort peu présent dans la réalité du quotidien, c'est parce que dans le monde des familles, cette notion de renoncement n'est plus présente vu que chacun est dans son histoire, dans son univers, dans sa bulle, très très tôt. Donc on n'a pas fait l'expérience du renoncement par rapport à la place que les parents doivent occuper dans notre vie, vu que très tôt ils disparaissent de notre vie, n'étant là que ceux qui fournissent à manger et à boire, et pour le reste on a des écrans et tout ce que vous voulez qui s'occupent de nous. Donc cette expérience d'avoir vécu qu'il faut être prêt à renoncer, elle n'est pas véritablement là. Et donc c'est un petit peu normal qu'on produise une société du type de celle qu'on voit aujourd'hui au quotidien. C'est une parenthèse, c'est une hypothèse qui mériterait peut-être d'être explorée. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Caïn et de Abel? Qu'est-ce qui s'est joué dans leur histoire? Dans l'histoire de Caïn et de Abel, à un moment, il y a quelque chose qui pose problème, c'est un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice, l'impression que Dieu préférerait l'un par rapport à l'autre. Et pour Caïn, c'est pas juste. Pour lui, c'est pas comme ça que ça devrait être. Ce sentiment d'injustice, il le vit de manière tellement forte qu'il rend responsable Ével de quelque chose sur lequel il n'a aucune responsabilité. Pourquoi tu tues Ével? Lui, il n'a rien fait.
Il s'est juste contenté de t'imiter. Il a fait la même chose. Tue Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Dans cette histoire, si on cherche un coupable, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait là? Dieu est en train de dire « Ah mais moi je préfère Ével ». Ben alors tue pas Ével. Tue Dieu. C'est très intéressant parce que, en plus, ça va rien changer maintenant. C'est intéressant de voir que cette question qui est évidente, d'ailleurs souvent on ne se la pose même pas. Qu'est-ce qu'il cherchait en tuant le frère? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que ça va changer? C'est comme quand Ésav veut tuer Yaakov. Mais il a les bénédictions, ça y est, c'est terminé. Si tu considères que la parole du Père a donné les bénédictions à ton frère et que ça y est, elles sont pour lui et sa descendance, le fait de le tuer ne fait pas revenir le film en arrière. Donc pourquoi faut le tuer? Ça ne changera rien. C'est quoi ton problème? C'est qu'il a reçu les bénédictions et toi tu as reçu autre chose et c'est fini, c'est acté, c'est dit, c'est posé. En quoi le tuer va changer? Or concrètement, on voit que c'est la même chose dans les deux cas. Idem avec Joseph dans une certaine lecture. Au fond, ce qui se passe ici, c'est toute la difficulté que l'on a d'être confronté à celui qui nous renvoie à une souffrance. C'est-à-dire que ta présence me renvoie à une souffrance qui elle-même est générée peut-être par le Père, par la Mère, par Dieu, concrètement. Mais le fait de te voir me renvoie à cette souffrance et au désir d'être seul, au désir de ne pas se retrouver confronté à nouveau dans une forme de frustration. On ne grandit que lorsque l'on accepte de vivre une frustration, un renoncement. C'est ça l'histoire d'une famille, c'est ça l'histoire de l'humanité. La présence de l'autre, immanquablement, va être bouleversante à un moment ou à un autre de ton histoire. Avant de savoir comment est-ce qu'on construit une complicité dans la relation fraternelle, il faut savoir que le point de départ, c'est cette difficulté. C'est cette difficulté qui est présente dans tout univers familial, quel qu'il soit. Et que c'est ça l'enjeu, justement, que nous avons en tant que parents, d'apprendre à nos enfants à gérer cette frustration, d'être confrontés à celui qui représente pour eux une forme de souffrance, parce que la réalité ne sera plus jamais comme celle qu'ils vivaient auparavant. Accepter celui qui te renvoie au fait que tu as été obligé de faire un effort et de maintenant te trouver dans une nouvelle configuration. Pour que ça fonctionne bien dans une fratrie, il faut que d'abord, nous, en tant que parents, dans notre propre histoire, fonctionnons dans le même principe. De manière assez intéressante, vous constaterez que les fratries dysfonctionnantes sont des fratries dans lesquelles eh bien, les parents eux-mêmes ne savent pas pardonnez-moi, avoir une gestion intelligente de leur frustration. Ce sont des parents qui ont difficile à accepter que la réalité ne soit pas comme ils auraient voulu, quel que soit le domaine. Et donc ce concept-là n'est pas présent dans la famille. Et c'est le fait qu'une femme ou un homme, c'est la même chose dans les deux sens, se sente frustré, mal que son mari, son épouse ne soit pas comme il aurait voulu. C'est pas que l'autre est totalement dysfonctionnant, hein, mais c'est que, voilà, il y a une forme de frustration, il y a une forme de souffrance. C'est pas comme j'avais rêvé, même si c'est pas mal. Parce que c'est comme dans l'enfance, c'est-à-dire, ton père et ta mère, ils sont encore à 60% avec toi. Donc il y a des choses. Oui, mais c'est plus 100%. C'est plus 100%. Donc évidemment, c'est difficile à accepter, ce qui est normal, parce qu'il y avait quelque chose d'idéal, ou plus ou moins idéal, et puis qui n'est pas. Il y avait un schéma idéal aussi dans notre couple. Le schéma idéal de ce que devait être l'autre. Et maintenant tu découvres, et c'est le cas de tous les couples du monde, que, évidemment, l'autre va générer chez toi une frustration.
pensais qu'il allait tout comprendre tout seul comme c'est dans les films, il ne comprend pas tout seul comme dans les films. Un truc tout bête. Moi j'étais persuadé, ou le contraire dans l'autre sens. Donc évidemment que ça génère une frustration. De la manière dont nous-mêmes nous avons appris dans notre histoire, entre nous, à le vivre, ainsi nos enfants apprendront à le vivre. Il y a une corrélation très intéressante entre la gestion de la frustration liée à l'émergence de la fratrie et la manière dont les membres du couple vivent la frustration de découvrir une réalité de couple qui n'est pas celle qu'ils auraient imaginée, et c'est normal, parce que le monde du fantasme n'est jamais rejoint par le monde du réel. Ce travail-là, donc, il est d'abord à faire chez nous. Ce travail d'acceptation que les enfants vont ressentir et après entendre, va les aider, eux, à faire ce même travail dans leur histoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans le ressenti, c'est travail intérieur. Ma femme n'est pas nécessairement ceci, mon mari n'est pas... Et alors? Et alors, oui, en effet, c'est travail d'acceptation. Et aussi dans le quotidien, j'attendais quelque chose, l'autre n'a pas répondu à mon attente comme je le désirais, capable de dire, j'aurais beaucoup aimé si tu avais pu faire ça, bon, c'est pas là, ok, ça fait partie des choses qui existent. C'est-à-dire en deux mots, oui, j'ai une attente, oui, j'ai un désir, évidemment. Oui, j'ai un absolu. Ok, mais je l'accepte. Donc je gère ma frustration. Je suis frustré. Pas dans le sens psy du terme. C'est-à-dire que c'est pas comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et cet état d'esprit-là va commencer à pénétrer l'univers relationnel entre les enfants. Ça, donc, c'est une première chose, et je vous assure, vous avez une relation très très forte. J'ai pu voir, malheureusement, des fratries qui ont grandi, qui sont toujours dans la tension, dans la distance, alors que ce sont des adultes, déjà parents, et quand vous découvrez les parents, vous comprenez, qui sont des braves gens par ailleurs, hein. C'est des gens très bien, très sympathiques, très comme vous voulez. Mais vous voyez bien que pour eux, accepter qu'une réalité ne soit pas ce qu'elle aurait voulu est très difficile. C'est très compliqué. Ce travail de dire, bon ben alors, on fait avec, ça n'existe quasiment pas. Eh bien, évidemment que les enfants n'ont pas pu réussir à s'approprier ce modèle puisqu'ils ne l'ont pas vu. Et même, ils ne l'ont pas ressenti, ils ne l'ont pas perçu. Souvent les gens me disent, ah c'est génial, les enfants de machin, vos enfants madame, vos enfants monsieur, et ben là, ils s'entendent super bien, etc. Rassurez-vous, même les enfants qui s'entendent super bien, ils sont disputés à la maison, comme il se doit. Et il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, normales. Mais on sent qu'il y a une solidarité, il y a une proximité. Parce que tout simplement, ce travail d'accepter que l'autre, de par sa présence, à un moment, m'enlève quelque chose, et c'est comme ça, il a été fait. Pourquoi observer les parents? Ils sont dans le même principe dans leur vie. Dans la relation entre eux et dans la relation au monde et aux choses. Ça, c'est l'axe numéro 1 sur lequel il y a un travail à faire de manière très concrète. On va avancer et, si vous le voulez bien, on va voir un autre point qui est lié à justement cette histoire entre les deux autres frères, entre Ishmaël, Yitzhak. Alors, on ne voit pas vraiment ici des conflits entre eux, on ne les voit pas. On n'a pas l'impression qu'il y a des conflits qui sont là. Peut-être parce qu'il n'y a pas la même mère. Donc chacun a eu pleinement sa mère pour lui. Donc en deux mots, la Torah est en train de dire, ouais, tu vois, il y a une dissociation complète. C'est deux mondes, c'est deux univers. C'est vraiment des choses qui sont totalement différentes, mais bon, il n'y a pas eu de conflit parce qu'il n'y avait pas eu cette problématique. Mais néanmoins, ils ont grandi dans le même monde, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont deux visions, mais ça c'est une vision unique, ça c'est un autre sujet. Lorsque nous sommes dans l'univers donc de cette fratrie,
On va devoir, nous, à travers notre attitude, montrer à nos enfants comment nous sommes prêts à être dans nos principes de renoncement. Et ce qui serait intéressant, c'est de se dire comment on peut créer chez nos enfants, non pas une absence de conflit, mais une complicité. C'est-à-dire, comment faire pour qu'il y ait un lien entre eux, un lien fort qui va les nourrir. L'objectif, c'est pas qu'il n'y ait pas de dispute. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait un lien particulier qui se construise entre eux. Eh bien, pour ça, ça va être la même chose. C'est quoi un lien particulier dans lequel la dimension affective est présente? C'est ce qu'on voit entre papa et maman. Et qu'est-ce qu'on voit entre papa et maman? Et qui va être la clé aussi de cette relation de complicité, c'est un principe, une solidarité. C'est-à-dire que je ne te lâche pas. Ça veut dire que je te soutiens. La première solidarité, ils l'ont vu où? Quand eux-mêmes étaient en train de se confronter aux parents, et que le parent A a dit on fait ça, et que le parent B aurait dit normalement on fait autre chose, mais que le parent B a été solidaire du parent A. C'est paradoxalement dans l'univers du conflit qu'on a avec eux, normal. Connaissez-vous un enfant qui dit oui papa, oui maman, bien sûr je vais dormir, bien sûr je vais me brosser les dents, bien sûr je vais faire mes devoirs, bien sûr je vais sourire, ben attendez, ça n'existe pas. Donc évidemment il y aura des choses qui vont se passer. Est-ce que c'est quoi être solidaire? La solidarité, vous la prenez dans la famille. C'est dans la famille que ce concept-là, on le découvre. Et qui donne un exemple de solidarité? C'est nos parents. Mon père est solidaire de ma mère est solidaire de mon père. Cette solidarité, elle est ultra concrète. Elle est là et je te soutiens. Tu as une difficulté, je suis à tes côtés. Je ne te mets pas à un moment, toi, en défaut par rapport aux enfants. On l'a tous fait, mais on essaye de réduire. D'accord, la solidarité du couple, c'est pas une baguette magique, c'est quelque chose qui se construit. Parce que s'il n'y a pas de solidarité, eh bien, comment vous voulez qu'ils introduisent cette notion dans leur propre histoire? Alors bien sûr, il y a des solidarités en termes rabbiniques, on appellerait ça bediavad a posteriori. Celle qu'on est obligé de construire, parce que sous le feu de l'ennemi ou de la souffrance, il faut bien resserrer les rangs. Ça serait dommage que la solidarité des enfants, cette fraternité se mette en place pour pouvoir mieux résister à la crise dans la famille. Un peu dommage. Ça existe, mais ce n'est pas l'objectif, parce que là c'est une forme de nécessité. On se serre les coudes, parce qu'on est ensemble face à l'adversité, face à ce couple qui se déchire, face à cette situation qu'on ne gère pas. Alors là oui, on est ensemble. Bon. C'est un petit peu comme la sortie d'Égypte, quoi. On décide de se rassembler en groupe pour manger le Corban Pessah, mais lui on le rôtit, on le met sur le grill. On vous explique que soit on décide d'être ensemble volontairement, soit c'est l'action du feu qui resserre les fibres, à l'image de la viande qui est soumise à l'action du feu et dont les fibres se resserrent. Il y a deux manières d'être solidaire. Soit c'est volontaire, soit c'est subi. Il y a une leçon ici fondamentale dans l'histoire. Vous décidez d'être ensemble, Chaboura, le groupe, mais sinon, il y a une autre manière de créer le groupe. Hein. Face au feu. Là, vraiment, on est solidaire. Why not? Mais un juif vit a priori, pas a posteriori, en fin de préférence. Donc là, il y a cet exemple de solidarité. Et cette solidarité, elle crée donc un lien particulier à l'intérieur de la fratrie, dans lequel l'enfant va devoir, et les enfants vont devoir intégrer une notion qui est celle que l'on appelle la irpatiout, c'est-à-dire je me sens concerné par l'autre. Je me sens concerné par l'autre. Alors comment est-ce que nous, en tant que parents, on va créer cela? Tout d'abord, en montrant aux enfants qu'on n'attend pas cela. C'est-à-dire les phrases du type « mais c'est ton frère, tu dois faire attention, mais c'est ta sœur, tu dois faire attention », si on a besoin de les prononcer, c'est qu'il y a un problème. Il est au courant. Et vous savez très bien qu'à la base, ils s'aiment, évidemment, parce qu'ils vivent au quotidien ensemble. Maintenant,
La notion de irpatiout, se sentir concerné, vous ne pouvez la développer que si vous-même, un jour, vous en avez été le bénéficiaire. Lorsque vous avez ressenti le bénéfice de l'intérêt que l'autre porte à votre situation, vous comprenez ô combien c'est quelque chose qui est extraordinaire, vous arrivez à le développer par rapport aux autres. C'est la même chose que par exemple dans l'univers de la médisance, mais dans l'autre sens. Quand vous avez une fois vécu ce que ça veut dire être victime de médisance, vous comprenez ô combien pourquoi il faut faire tellement attention à ça. Quand vous avez un jour ressenti le bonheur de sentir que l'autre se sent concerné par vous réellement, irpatlo, à ce moment-là, vous vivez ce bénéfice, parce que c'est un moment de bonheur. Évidemment que vous pouvez à ce moment-là, vous aussi, commencer à fonctionner de cette manière vis-à-vis du tiers. Donc le problème est le suivant, Prumsdeuse, comment on commence? Comment est-ce qu'on installe ça? Comment est-ce qu'on installe? Eh bien, là-dessus, on peut être en effet, nous, en tant que parents, des acteurs qui vont jouer un rôle. C'est-à-dire dire à un enfant ou un groupe enfant, votre petit frère ou votre grande sœur aujourd'hui à l'école une interro ou à ceci, cela, je suis sûr que ça lui ferait très plaisir si quand il rentre à la maison, on lui fait le gâteau que sais-je, inventé. D'accord? C'est-à-dire montrer, on se met le groupe, mais on en exclut un, et le groupe va avoir cette irpatiout, va comprendre que l'autre a un besoin particulier et qu'on va essayer d'y répondre. Non pas de répondre à un besoin par rapport à une difficulté, mais par rapport à un plus qu'on peut lui apporter. Ou éventuellement, lorsqu'il était confronté à une difficulté, tu sais que sa meilleure copine, elle est partie faire son aliyah en Israël et que ta sœur, elle est triste, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit un peu moins triste? Tristesse de gamin, d'accord? Donc, nous-mêmes en tant que parents, à un moment, introduire cette notion de manière tachlos, de manière concrète. Et on peut trouver 1001 raisons de créer cela. C'est-à-dire que ce concept-là, et donc celui qui va le recevoir, il va vivre ce moment de bonheur, que le groupe, que l'autre, à un moment, s'est soucié de lui. Il s'est soucié de lui. Il n'est pas dans une souffrance, il n'est pas dans une catastrophe, mais on s'est soucié de lui. Donc il va ressentir il va vivre une expérience totalement nouvelle, qu'il n'a jamais vécue jusqu'à présent, et qui va être pour lui un véritable bonheur. Donc, il est prêt à faire la même chose pour l'autre. Je sais qu'il aime ça, je sais que ça lui fait plaisir, je sais que donc on va lui faire. Et à ce moment-là, si les enfants veulent vous associer, répondez toujours présent. Répondez toujours présent parce que ils introduisent ici cet univers de fraternité qui générera par la suite une complicité. Donc voilà, ça c'est déjà le second point sur lequel on peut travailler, mais évidemment, si cette notion de irpatiout, elle fait partie de ce qu'ils voient déjà dans notre relation de couple, et que par la suite ils en vivent l'expérience parce qu'ils ont besoin de la vivre eux. Bien sûr, voir papa dire « je sais que maman ça lui fait très plaisir » ou alors « maman aujourd'hui a une journée très fatigante, on va essayer de faire pas trop de bruit » ou alors « papa une journée, on va essayer ». Et c'est vrai d'ailleurs que quand vous réalisez que votre conjoint a fait faire des efforts pour que vous puissiez dormir calmement, c'est pas tant le fait que vous ayez dormi qui vous donne du bonheur, mais c'est cette irpatiout. C'est le fait que l'autre a montré que vous étiez suffisamment important pour mettre en place un processus dont vous alliez retirer les bénéfices. C'est ça qui va nous nourrir, c'est pas tant les 2 heures de sommeil, qui, techniquement parlant, nous amène quelque chose. Mais ça, c'est introduire le concept. Mais il faut qu'un enfant, chacun de nos enfants dans la famille, ait un moment vécu cette irpatiout. Et ça crée un lien. Et même dans les familles dans lesquelles les liens se sont malheureusement parfois un peu distendus, réintroduire cette notion-là peut changer énormément de choses. Et l'irpatiout, par la suite, c'est vouloir prendre des nouvelles de l'autre, et pas juste parce qu'on est famille. Voilà, c'est irpatli. Je me sens concerné. Vous savez, quand vous avez des maîtres
qui ont cette relation par rapport à leurs élèves, ça crée des liens qui traversent l'histoire. Se sentir concerné par le bonheur de son élève, se sentir concerné par son histoire. C'est des choses qui nourrissent. C'est un vrai bonheur. Trop rare, hein. Trop rare, mais quand il existe, au moins on sait ce que ça veut dire et on peut le réintroduire. On peut le réintroduire. Donc, une fois qu'on a vu ces deux points, je voudrais maintenant rentrer dans comment faire en telle sorte pour que les tensions, les conflits s'inscrivent eux aussi à l'intérieur de cet univers de fraternité, de complicité, qui est tellement important aujourd'hui, comme on l'a vu, parce qu'il a une incidence même au niveau de la construction d'une société. Vous savez, en Israël, les gens se sentent très concernés face aux galères. Et c'est génial déjà. Mais j'ai un peu peur que parfois ça soit le... Hein, quand le corban il est sur le feu, quoi. Alors là, et que la cavote, que l'Israël à ce niveau-là a une qualité exceptionnelle. Mais on adore être présent pour relever les gens par terre. Mais être là pour que justement ils restent droits, on se sent moins concerné. Alors, le fait qu'il y ait le deuxième, le premier point, c'est déjà super. Parce qu'on a même ça, ça ne les intéresse pas. Mais la hirpatiout fait que vous pouvez voir en amont les choses et déjà intervenir. Quelqu'un qui se sent concerné par l'autre est capable déjà de déceler dans son mouvement qu'il est en train de chanceler et n'a pas besoin de le voir être complètement par terre pour justement réaliser qu'il est au sol. C'est un état d'esprit qu'on peut construire, qui est extrêmement important. C'est une des qualités qu'on demande à un enseignant normalement. C'est cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui va être à l'origine parfois des dissensions, des tensions, des difficultés à l'intérieur donc de cette fratrie? J'avais dit entre complicité et rivalité. Hein. D'accord, c'était bien. C'était ça le titre? Oui? Non, tu n'as pas être sûr. Alors, la rivalité, bien sûr, elle est là. Parce que tout simplement, moi quand je suis à table et qu'il y a des frites, j'en veux plus. Hein, c'est normal. On est tous des rivaux face aux plates de frites. Il y a un plat de petits fours, il y a 50 petits fours, on est 60. Évidemment, vous êtes tous des rivaux potentiels. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout groupe avec un moment un intérêt commun, il y a des rivalités. Normal, ça ne pose pas de problème. Donc le fait qu'à un moment on utilise des systèmes pour pouvoir obtenir ce que l'on désire ne veut pas dire pour autant qu'il y a un problème au niveau de la relation fraternelle. C'est que tout simplement l'appel de la frite est beaucoup plus puissant pour moi que pour toi. Et donc à partir de ça, face à la frite, je craque. D'accord? C'est tout, c'est-à-dire c'est l'expression de ma problématique personnelle et c'est pas un problème que j'ai avec les autres. Mais tu te rends pas compte, et les autres, mais c'est pas les autres. Moi j'ai aucun problème avec les autres. Si tu mets plus de frites, j'ai pas de problème avec les autres. Si les autres décident que brusquement ils ont décidé de faire un jeûne et qu'aujourd'hui ils ne mangeront pas les petits fours, je n'aurai aucun problème, ça se passera merveilleusement bien. Le problème c'est qu'au même moment, ils veulent capter quelque chose que je désire encore plus qu'eux dans une quantité supplémentaire. Donc à ce moment-là, les instincts se réveillent et voilà. Donc, et nous on est là, on dit, tu te rends compte, il a poussé pour prendre plus, etc. Voilà. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez les voir un quart d'heure après, ils s'entendent super. Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est nous souvent qui traduisons ça comme étant un problème relationnel. Ce n'est pas un problème relationnel, c'est un problème de frites. C'est tout. Ce n'est que ça. Et nous on dit, vous vous aimez pas, vous vous disputez, c'est honteux, et tu as vu ce que tu lui as dit, tu as vu ce que tu lui as fait. Il n'y aurait pas eu les frites, il y aurait eu assez de frites, il ne se serait pas passé cet événement. Donc remettons les choses. Et là, on est en train de leur traduire quelque chose de manière inexacte. On est en train de décider qu'ils ont un vrai problème relationnel et que là, il y a une rivalité, il y en a, alors que le problème, il est ailleurs. Il n'est pas du tout là. Donc déjà, nous, ne tombons pas dans cette erreur de traduire ce qui fait partie du monde des relations comme étant l'expression d'une dissension, de l'autre, il n'existe pas pour toi, etc. Moi, j'utilise toutes les méthodes nécessaires pour obtenir ma frite. Je peux dire, t'es nul, pourquoi il en a, pourtant hier il a fait une grosse bêtise, t'as dit qu'il allait le punir, je fais n'importe quoi.
C'est-à-dire, vous êtes capable, quand vous êtes gamin, quand vous grandissez, vous faites toujours n'importe quoi, mais vous êtes capable de mettre un vernis dessus. C'est tout. Les gamins ne mettent pas le vernis. D'accord? On est capable de tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est un enjeu et que l'on désire. On est d'accord? Donc, déjà ça, enlever, c'est-à-dire ne pas du tout traduire de manière inexacte ce qui se passe. Là où la rivalité peut poser problème, c'est lorsque l'on a l'impression, en tant qu'enfant, que nos spécificités qui font donc nos particularités vont générer une relation différente avec nos parents. Et là, on est en rivalité. Comment faire pour que lorsque ma sœur arrive à la maison avec 19 sur 20 comme d'hab, et moi avec mon 8 sur 20 comme d'hab, on n'est pas dans la même classe. Comment faire, nous parents, pour que nos enfants perçoivent que on les vit toujours de la même manière? La rivalité, elle va commencer là. J'en veux à l'autre d'être si bon, ce qui met encore plus en exergue le fait que je ne sois pas excellent mais juste bon, et que je traduis après dans ma tête comme étant, et donc bien sûr mes parents me voient différemment que lui ou que elle. C'est ça la difficulté. Donc soit on décide, on les fait tous des cancres, soit on en fait tous des génies, mais à part dans les camps de rééducation, ça ne peut pas marcher. Donc là, pour que ces rivalités n'existent pas, il va falloir, ne pas être des escrocs, en tant que parents, c'est-à-dire ne pas leur dire « Mais non, l'essentiel c'est l'effort », tu parles. Tu es quand même plus content quand il est 19 que quand il en a 8. Tu es bien d'accord parce que dans un cas, tu es peut-être obligé de prendre un prof particulier, pas dans l'autre. Donc déjà, ne pas dire des choses que l'on ne pense pas, d'accord? Mais travailler avec nos enfants sur le fait que le plaisir différent que l'on peut avoir quand un enfant a un résultat meilleur par rapport à visé sur les méthodes qui sont mises en place. C'est là-dessus où en effet on travaille. Oui, on a encore quelques minutes, oui. Vous dites que la difficulté réside dans le fait de renoncer à quelque chose qui nous appartient au bénéfice d'un petit frère, enfin, d'un tiers, oui, voilà, quel qu'il soit. Alors pourquoi dans ce cas-là, c'est plutôt... on a tendance à voir que la place du deuxième, c'est celle qui est un petit peu plus mal vécue la plupart du temps. Oui, le deuxième, c'est... Pourtant, c'est le premier qui renonce au fait qu'il était enfant unique jusqu'à présent. Oui. Donc il a vécu le premier une expérience qui n'est pas simple. C'est-à-dire que le deuxième, lui, d'abord, il a débarqué. S'il n'a que deuxième, alors, il a vu un premier. Soit il y a eu la focale, le renoncement au niveau du premier, mais si après il y en a un troisième qui arrive, parce que vous parlez de quelqu'un dans lequel il est juste deuxième. Non, tant qu'il est deuxième. Ah, tant qu'il est deuxième, pour lui, la vie, c'est sympa. Hein. Alors, expliquez-moi, c'est quoi le problème concret? Non, bah, moi, j'ai deux enfants, je trouve que c'est plus difficile pour le deuxième. Qu'est-ce qui est difficile pour lui? De trouver sa place. De trouver sa place, c'est-à-dire qu'il y en a un qui essaye d'occuper la totalité du terrain, c'est le premier. Évidemment. Le premier s'est senti en danger par l'arrivée du deuxième, donc bien sûr, il a tout de suite essayé d'occuper le maximum de place. Normal. Voilà, bienvenue au club. C'est sûr, c'est-à-dire c'est parce que le premier s'est vu en danger, donc évidemment, il fait tout ce qu'il faut pour éliminer le second, quoi. Pour garder toujours cette place. C'est-à-dire que le premier, il a vécu donc cette problématique du renoncement, mais il ne veut pas renoncer, ce qui est normal. Oui, j'ai plus l'impression que c'est le premier, il n'a pas resté zen, entre guillemets, et c'est plus le deuxième qui cherche tout le temps à se faire... Je préfère ne pas répondre à la question parce qu'il faudrait avoir une vision globale de comment ça se passe au quotidien. Et là-dessus, je ne poserai pas la question, donc il faut voir comment ça se passe dans la relation au père et au niveau... Je trouve que c'est un schéma qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire? Le deuxième. Je pense que... Souvent le deuxième commence à avoir une difficulté quand il y a un troisième. D'accord?
Parce que c'est là où, en effet, il ne sait plus où il est véritablement, et l'émergence du troisième fait que le premier essaie de reprendre encore une place. On en parlera peut-être une fois dans une conférence, hein, sur ces sujets-là de manière plus particulière. Parce que là c'est très fragmentaire ce que je vous dis, donc on ne peut pas vraiment rentrer à l'intérieur. Dernière question. Il n'y a plus de questions? Bon, ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. Et je crois que Bezrat Hashem, on aura le plaisir de se retrouver encore fin juin, avant les vacances et avant de recommencer un cycle. Bezrat Hashem la semaine prochaine, l'année prochaine. Voilà, plein de bonnes choses. Et quelque chose de normal, mais ça s'arrête à ça, point. L'enfant a un 20 ou un 19, on doit être capable de dire « je suis très content, ça me fait très plaisir ». L'enfant a 8, on doit être capable de lui dire « pas mal, peut mieux faire, point ». C'est-à-dire, en deux mots, soyons honnêtes. Bien sûr, bien sûr. On ne va pas dire « non, ton 8 pour moi c'est comme un 18, mais c'est fais pas de film, c'est pas vrai ». Mais ça ne me déçoit pas, ça ne me touche pas. C'est-à-dire que je te signifie en effet que ce que tu as fait est bon, et toi ce que tu as fait est bon, mais différemment, on va dire, moins bon. Très bien. Parce que l'enfant, lui, il n'est pas dingue. Soit il se rend compte que l'autre, il est super doué et lui ne l'est pas. Tout le travail, c'est un autre sujet, hein, de le faire émerger dans sa particularité. Soit il sait que l'autre, il rentre et il bosse, et lui, il ne bosse pas. Au fond, entre lui et lui-même, il est au courant. Donc lui, ce qui le dérange, c'est pas tant la note. Il était au courant qu'il allait se faire un 8. Il le savait. Il y a des miracles, mais bon, pas tous les jours. Par contre, ce qui l'embête, c'est est-ce qu'à ce moment-là, ça crée une relation particulière entre mes parents et lui, et que moi, je n'ai pas la même relation. C'est ça qui m'embête. Donc là, il faut qu'elle c'est le truc. C'est à ce moment-là où, paradoxalement, celui qui a eu la moins bonne note, on va lui demander quelque chose de particulier, ou alors on va lui donner quelque chose de particulier. Où il va tout de suite voir que la traduction qu'il pourrait faire de ce que ça veut dire pour nous dans la relation est fausse. Tout de suite. C'est-à-dire, ça va mettre à table, on va lui dire, tiens, tu veux de la crème au chocolat? C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a une histoire de notes, il y a une histoire d'école, il y a certaines choses, ok, ça c'est un dossier, mais après il y a la vie de famille. Et l'un ne rentre pas là. C'est sûr, certain que si on commence à faire des différences parce que les enfants ont eu telle et telle et telle et telle chose, à ce moment-là, bon ben, bonjour, voilà, c'est bon, on a ouvert la porte. Non, je suis désolé, moi je ne sais pas si ce soir je te verse un petit peu de vin pétillant parce qu'avec les notes que tu m'as rapportées. C'est qu'en deux mots, ça c'est un acte d'amour, de verser un peu de vin pétillant le vendredi soir, c'est le truc à 4 degrés qui est plus du sirop que du vin. D'accord? Ben, comme j'ai pas eu la note, donc c'est pour cela que ce qui pour moi est un acte d'amour du parent parce qu'il a envie de faire plaisir à l'enfant, eh ben il n'existe pas. Donc là, j'ai un problème. Être capable de serrer les choses. C'est-à-dire être capable de serrer les choses. Il y a une histoire A, il y a une histoire B. La complicité, elle se construit comment? Lorsque l'on laisse nos enfants vivre une vie dans laquelle nous ne pénétrons pas nous. Quatrième axe. C'est quoi la complicité dans un couple? C'est un lieu dans lequel personne ne peut rentrer. Si à un moment il y a un tiers dans cette histoire, c'est plus la complicité, c'est l'exhibitionnisme. Un couple complice, c'est un couple qui justement est capable de préserver un univers dans lequel il n'y a que. Il y a la complicité et après il y a l'univers de l'intime. C'est encore une autre étape. La complicité, c'est parce que justement, il y a d'abord une relation entre moi et elle et moi, il n'y avait personne d'autre. On ne crée pas de complicité s'il y a des tiers qui sont présents. La complicité dans la fratrie, c'est la capacité que nous avons en tant que parents de ne pas vouloir rentrer dans l'histoire de nos enfants lorsqu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble en train de jouer, vous les laissez. Vous ne vous intéressez pas à une histoire qui leur est commune. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils rigolent comme des imbéciles. C'est leur histoire.
elle leur appartient, et c'est ça. Leur complicité, elle se crée dans la capacité qu'ils ont d'être solidaires face à nous. D'accord? C'est-à-dire d'être ensemble face au groupe parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on installe relativement facilement. Qui, au passage, leur fournira des choses extraordinaires, c'est que ça construit des souvenirs communs. Et quand vous avez des souvenirs communs forts, qu'il n'y a que vous qui pouvez partager, eh bien, vous pouvez avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous vous retrouvez, vous êtes proches. Parce qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à vous, même pas vos parents. Et c'est structurant, c'est équilibrant. Je n'ai plus 18 ans, ni même 25, ni même 30. Quand on se revoit entre frères et sœurs, on se raconte des histoires qu'on a vécues ensemble dans le passé. Parfois, il est arrivé à ma mère ou à mon père d'entendre, il dit « Quoi, vous avez fait ça ?» Quoi? Comme on voit avec nos propres enfants, le jour j'ai découvert, alors qu'ils sont plus 6 ans, je dis « Ah !» Et j'ai jamais vu le truc, mais vous tombez à la renverse. Des histoires, mais comment ils ont réussi à nous escroquer qu'on ne remarque rien, c'est génial. C'est génial. Mais c'est ça le lien. C'est là qui fait qu'après on est solidaire, on est proche, et qu'il y a une histoire qui continue. Évidemment que ça, vous pouvez le créer, vous, en tant que parent, en leur laissant un espace dans lequel on n'est pas sans arrêt dans le contrôle. Et la meilleure manière, souvent, pour les parents de contrôler, c'est de donner à leurs enfants de manière constante, mais en leur donnant d'être présents. C'est-à-dire, on va faire du poney, et on va faire après cela, et on va faire ceci, et on va faire cela, et c'est là, et on est là, et on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je sais même si je ne suis pas là, je sais que vous êtes en train de faire vous faites ça, donc vous êtes dédié à ça, donc je suis là. Il y a un moment dans lequel, si vous avez envie, vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller vous promener. Maman et moi, on sort. On rentre, on leur demande pas ce qu'ils ont fait. Et si on remarque que le sol est un peu humide, ou qu'il y a certaines choses, on ne remarque rien. Il a dû se passer des choses, ça appartient à leur histoire, ils sont là en train de se dire, est-ce qu'ils vont le sonder, ils vont pas le sonder, ils vont le sonder, ils vont pas le sonder. Ils sont là dans leur inquiétude, et vous, bien sûr, vous avez tout de suite repéré le truc, dites rien. Ça fait partie de leur histoire commune. Cette bêtise qu'ils ont faite ensemble et qu'ils ont essayé de dissimuler, qu'ils ont essayé de rattraper. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires perso, mais j'en ai des savoureuses de chez savoureuses, mais qui sont incroyables. Et qui se battent toutes autour de bêtises. De bêtises qui tournent mal, entre guillemets, c'est-à-dire la fin n'est jamais tragique, mais ils sont bien coincés, quoi. Des trucs qui font tomber dans des endroits qu'il faut récupérer, enfin des histoires de fous. Et ils sont tous ensemble maintenant, parce qu'il y a papa et maman qui vont revenir, comment on va faire? C'est génial. C'est génial, c'est ça qui crée le lien. Ils ne sont pas obligés de faire ça toutes les semaines. Mais il faut que ça ait fait partie de leur histoire. Les rivalités, lorsqu'elles existent, et qu'elles sont bien présentes, comment on fait maintenant? Il y a parfois, concrètement, il y a de la rivalité et on s'en rend compte, parce que l'enfant a décidé de traduire certaines réactions de notre part comme étant une différenciation entre eux. D'accord? Un petit peu l'histoire de Yosef, c'est la traduction que l'on fait. Traduction que l'on fait. Évidemment, tout dépend de l'âge. On sait très bien que quand il s'agit d'un enfant qui va naître, il y a toujours cette problématique qui prend de la place. Et ça, c'est plus simple à régler. Il ne doit pas prendre de place. C'est-à-dire que le bébé, je parle ici pour les mamans qui ont des petits bouts de chou qui arrivent, le bébé, en dehors du moment où on a besoin de s'en occuper, il est dans sa vie et on le range. On le range. Le coup, venez voir votre petit frère et votre petite soeur comme il est mignon. Si j'ai envie de le voir, je le verrai. C'est pas comme si on était au musée dans lequel il faut une invitation et payer l'entrée pour pouvoir voir. Il est là. Il est là. Si je veux le voir, je vais le voir. Si j'ai pas envie de le voir, je le vois pas. Et j'ai pas envie de le voir. Mettez de côté ce schéma-là dans lequel, non, on s'en fiche, quoi.
Le bébé, ben, quand il faut le prendre, il faut le prendre, quand il faut le changer, il faut le changer, quand il faut le nourrir, il faut le nourrir, une fois que c'est terminé, next. Et c'est très intéressant parce que c'est après, par la suite, les enfants qui vont venir par eux-mêmes venir s'intéresser au dossier. Parce que justement, ils voient bien qu'en dehors des nécessités techniques, bon, ok, bon, il faut bien qu'elle le nourrisse, quoi, il faut bien qu'elle le change, bon, bah, d'accord, hein. On est sympa, quoi, chez nous. Mais en dehors de ça, ben, ça va, quoi, c'est-à-dire, il a sa place, j'ai ma place. On ne fait pas comme ça émerger, le mettre, on ne pas sur un piédestal. Les rivalités, c'est quand l'enfant voit qu'en effet, il y a des vraies différences. Alors, il y a quelque chose qui va être un sujet qui va déplaire, hein. C'est les rivalités garçon-fille, à travers ne serait-ce qu'un acte très symbolique, qui est celui, l'acte de la bar mitzvah, dans lequel monsieur devient le phénix des hôtes de ses bois. Il est là, face au peuple, d'accord? Ouvrant grand les clés du compte en banque, venez déposer vos chèques, braves gens, et autres cadeaux, fête de chez fête. Comprenez bien que les filles elles regardent ça et disent, oh, c'est quoi cette histoire? Parce que c'est un garçon, et en plus il l'aide même pas. Moi je les comprends, hein. Alors, la meilleure solution, c'est de faire en telle sorte qu'une bar mitzvah, ce ne soit pas un mariage. Déjà. Donc déjà, comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on réserve pour le mariage? Et pas le coup, on va lui faire une méga bar mitzvah et après une méga bat mitzvah. Bon, s'il y a des traiteurs dans la salle, je vous demande pardon, hein. Je casse tout le travail, mais... c'est remettre les choses à leur place. D'accord? Remettre les choses à leur place, donc ça, c'est déjà un premier point. Et... ça doit être, donc je parle d'abord dans la relation garçon-fille, on n'a jamais vraiment traité ici les problèmes de relation garçon-fille à l'intérieur de la famille, hein, ça sera peut-être un sujet en tant que tel, c'est que ils ne perçoivent pas en effet que il y a des préférences, donc le coup de les garçons sont assis et les filles débarrassent, non. Parce que c'est profondément injuste. Donc soit c'est maman qui est serveuse principale, point barre, si c'est un choix du couple, et que c'est un choix de famille, why not? Je ne pense pas que c'est un bon choix. Soit il y a maman avec des assistants et des assistantes qui sont ses enfants, et éventuellement le mari, si le couple a décidé que le mari aussi doit se lever, ou il doit plutôt rester à table pour gérer ce qui se passe à table. C'est un choix de couple, hein. D'accord? Pour moi, l'intendance spirituelle est aussi importante que l'intendance matérielle, dans la mesure où les deux sont valorisés, et on voit que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, hein, qu'on soit bien clair. Mais ce qui est sûr, c'est que les rivalités, elles peuvent commencer lorsqu'on a l'impression qu'il y en a certains, c'est pas la même chose que les autres. Désolé pour ceux qui me disent chez nous on a toujours fait comme ça, moi j'en vois aujourd'hui les conséquences. On ne peut pas aujourd'hui, et encore plus dans notre génération, tomber dans ce piège. Donc on aide tous. Limiter le fait qu'il y en a qui oui, il y en a qui d'autres. Maintenant, c'est vrai que chacun suivant son âge, suivant ses possibilités et tout. Mais ça c'est très important, c'est pas l'égalité. C'est que c'est pas l'inégalité. Parce que l'inégalité va créer par la suite un sentiment de frustration, surtout qu'elle est parfois totalement injuste. Elle est, ici en l'occurrence, injuste. Donc, ça peut être les filles, vous m'aidez à ça, et les garçons, c'est une fois qu'on a fini le repas, c'est vous qui débarrassez. Donc les filles vont aider peut-être maman à amener les plats, le truc, etc. Oui, non. Mais l'idée, c'est que tout le monde, à un moment, est dans l'histoire. Idem pour la vaisselle en vacances, idem pour le reste. Avec une particularité garçon, une particularité fille, une particularité de ceux qui ont 12 ans, une particularité de ceux qui ont 6 ans, une particularité de ceux qui ont... Mais non, le pauvre, il ne peut pas aider, ta vie, il a 4 ans, bien sûr qu'il peut aider. En aidant, il nous demande 2 fois plus d'efforts parce qu'on est obligé de surveiller, il n'y a pas de problème. Mais déjà, au moins, les enfants voient qu'il y a cette... C'est-à-dire qu'ils ne traduisent pas. Parce que le problème, c'est, vous le savez, c'est comme d'habitude, c'est la traduction. On traduit, ça veut dire que, donc ça veut dire que, donc ça veut dire que... Et comme on traduit, on crée, on construit des croyances, et après on se balade avec ces croyances tout le temps. Il faut faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de traduction. Ça, c'est la première des choses. Enfin, pas la première, c'est encore un des éléments qui va être important. Après, lorsque la rivalité est là, quand elle s'est créée parce qu'à un moment, voilà, et qu'elle est avérée. Ce qui est sûr, c'est que on va être obligé de jouer un rôle que tout parent va devoir jouer à un moment dans son existence, c'est d'être juge de paix. Le juge de paix, il est là, et il se pose
Et je pense que son travail essentiel, ce n'est pas de statuer, mais d'écouter les doléances. D'écouter les doléances, c'est-à-dire de laisser l'enfant exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer par rapport au fait qu'il pense que l'autre on le préfère et que l'autre c'est pas normal et que c'est pas logique et que ça ne devrait pas être comme ça, etc., 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 etc. Même si on sait que 98% de ce qu'il est en train de dire c'est faux, au moins on a une information sur la manière dont il se vit lui-même à l'intérieur de la famille. Parce que c'est intéressant. Quand un enfant commence à raconter des bêtises, on le fait taire, c'est pas vrai. Mais justement, laisse-le parler. Parce qu'il est en train de te raconter l'histoire vue de son point de vue. Donc tu découvres quelque chose que tu ne peux pas connaître. Et je vais te dire, et en vérité, et il est très méchant, et moi c'est pas normal. Toi tu sais très bien que c'est faux, mais c'est ce qu'il vit. Donc on peut parfaitement bien gérer les choses quand on sait comment l'autre vit l'histoire. Mais si dès le moment où il commence à raconter sa propre histoire, tu dis ta propre histoire, elle est fausse, non mais c'est celle que je vis. Comment tu vas pouvoir gérer? C'est pas juste je suis à l'écoute parce que je suis sympathique et parce que simplement non, c'est très intéressant. C'est passionnant parce que enfin maintenant je comprends des choses. Que lui a compris, interprété, voit les choses de cette manière, les vit de cette manière et tout. Donc on a du matériau pour travailler dans un second temps. Dès qu'il y a rivalité, crée un pôle écoute. Mais écoute dans lequel même après vous prenez des notes. Et je suis même pour que si la situation s'y prête, s'arrêter, prendre un stylo et prendre des notes. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des personnes qui ne savent pas prendre des notes ou qui n'arrivent pas à en prendre, d'accord? Mais quand vous prenez des notes, quand vous notez, vous donnez de la valeur. Le mot noter, vous le rappelez, on avait vu ça une fois dans un cours, c'est le mot rochem. Rochem, c'est les mêmes lettres que le mot chomer et le mot moriche. Chomer, c'est garder, moriche, c'est faire hériter. C'est le concept de donner de la valeur. Je garde une chose qui a de la valeur, je fais hériter une chose qui a de la valeur, et je note une chose parce qu'elle est importante. C'est les mêmes lettres. Si je note, c'est que c'est important. C'est pas parce que vous notez pas que c'est pas important. Après, il y a chacun son modèle d'écoute. D'accord? Il y a des personnes qui ne peuvent écouter qu'en notant. Et d'autres, si elles notent, elles ne peuvent pas écouter. Après, c'est... Je ne vais pas rentrer, on ne va pas faire ici une analyse des modèles de fonctionnement tout à chacun, ce n'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, même si on n'a pas l'habitude et qu'on a une excellente mémoire, on va dire à la personne, tiens, je note. D'ailleurs, au passage, c'est très intéressant parce que dans l'univers de la psy, quand quelqu'un vous appelle et vous dit, je voulais vous dire au fait, avant de vous rencontrer, que vous devez savoir que, hein, on a envie de parler d'abord de l'autre. Alors, moi j'ai appris d'un homme absolument incroyable, une technique qui est géniale. Attendez, un instant, parlez un peu plus lentement, je note. Et ben oui, ben, je note, comme ça je saurai exactement quoi dire à l'autre quand il viendra de ce que vous avez dit. Souvent les gens se taisent à ce moment-là. Mais si c'est important, je le note. Si vous avez besoin de me le dire, c'est que vous croyez que c'est important. Si c'est important, ben je vous montre que pour moi c'est important. Vous allez voir qu'au niveau d'un enfant, parfois presque après, il n'a plus rien à vous dire. Parce que ce geste symbolique lui a donné une réponse très très forte par rapport à lui-même. Un instant, mon chéri, tu vas me dire plein de choses, j'ai peur d'en oublier, je vais juste prendre un papier et je vais noter comme ça, je suis sûr, et après je peux y réfléchir. C'est tout bête, hein, mais je vous assure que ça marche. Parfois, il va vous dire. Mais parfois, hein, il arrêtera parce qu'il est arrivé à ce qu'il voulait. Et donc, à ce moment-là, puisque la plupart du temps, l'enjeu, c'est dans ce qui se passe entre eux et nous, les choses changent. S'il y a rivalité qui est créée par le groupe enfant lui-même, c'est-à-dire Prums, Dos, ben non, t'es nul, là-dessus, on doit intervenir. Parce que ça peut révéler de très mauvaises midotes, des traits de caractère très négatifs. Et rappeler qu'on ne fonctionne pas. Mais pas, c'est pas normal, vous êtes des frères et sœurs, vous devriez vous aimer, c'est honteux, c'est ton frère. Non, c'est un principe de vie. Il se trouve que là, c'est à l'intérieur de la fratrie, mais ça pourrait être ailleurs. C'est à un moment, on n'allume pas l'autre. On ne l'excite pas, on ne l'énerve pas. On ne joue pas sur ses points faibles. C'est comme ça.
Parce qu'il y a parfois des enfants qui malheureusement ont des traits de caractère géniaux d'un côté, mais par ailleurs des midotes qui sont un peu compliquées. Et donc là-dessus, il y a intervention. Il y a intervention parce que ce sont des modèles qui n'existent pas. S'il y a bien un point sur lequel on ne doit rien tolérer, c'est lorsque dans l'univers de la relation, on s'amuse à un moment à appuyer sur le point qui fait mal. Et a fortiori, si on ligue une partie du groupe contre un autre pour lui faire mal, que l'on se ligue ensemble pour aller récupérer le camion de pompier qui nous a pris et qu'il est en train de cacher sous son lit, c'est normal, c'est classique. Parce que là, il y a un objectif, c'est récupérer le camion de pompier. Normal. Donc lui, il a pris, il a caché, seul on n'arrive pas à le récupérer. Toi, tu l'attrapes par les jambes, moi je l'attrape par les mains et on récupère le truc de pompier. Normal. Mais si c'est pour faire mal, c'est pas la même chose. Là, il y avait un objectif, acceptable. Si c'est pour faire mal, c'est inacceptable. Que ce soit avec des mots, que ce soit avec des attitudes. Là-dessus, en effet, on se doit de poser les choses et de rappeler les règles et d'être extrêmement intolérant. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont inacceptables. De la même manière que quand on voit un enfant qui fait à l'autre un croche-pied pour s'amuser, ça doit appeler des réactions immédiates. Immédiates et fortes, dans lesquelles on se rend compte que là, il y a des lignes rouges qui ne se franchissent pas. Qu'en se battant pour pouvoir obtenir le dessus, il lui a pris la dernière prise de judo qu'il a fait, etc., etc., ok, c'est de bonne guerre. Je me rappelle un jour chez nous, il y a un de mes frères qui se battait avec une de mes sœurs, et puis il lui avait appris à faire du judo et faire des immobilisations au sol. Puis à un moment, il dit, elle se relève plus, elle respire pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il avait un peu évanoui. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est une bagarre, quoi. On se bagarre, et puis à un moment... Mais c'est pas, le but, c'était pas « je vais te faire mal ». C'est pas « je vais te faire mal ». C'est ok, c'est le résultat d'un conflit. D'accord? Et ça pose pas de problème. Faire bien la distinction entre les deux. Voilà quelques pistes sur un sujet qui est, au fond, comme vous le voyez, assez vaste, avec quelques indications, je pense, relativement concrètes. À vous, vos questions maintenant, pendant une vingtaine de minutes. Sur des situations concrètes, allez-y. Vous pouvez y aller aussi. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que si on dit à un enfant tu ne donnerais pas le vin pétillant parce que la note ne fait pas tout, pourquoi? C'est pas forcément assimilé à de l'amour. Le vin pétillant, ça peut être une récompense. Donc, du coup, je veux dire, si c'est des récompenses, d'accord. Mais là, en l'occurrence, vous enlevez à l'enfant quelque chose que tout le monde a. Et pourquoi vous leur donnez ça? Parce que vous les aimez, vous avez envie de leur faire plaisir. Oui, c'est pour leur faire plaisir. Ah ben oui, vous devez... le désir de faire plaisir, il ne doit pas bouger. Hein. Ben, on doit bien aussi sanctionner... Pourquoi à travers ça? Puisque... à travers ça ou autre chose. Non, parce que là, c'est... traduit comme étant « tu m'aimes moins que les autres », vu que ce qui est le vecteur de dire « je vous aime », tu me le supprimes. Si c'est assimilé à un geste d'amour. Mais j'ose espérer. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que... Dites-moi c'est quoi, là? Non, mais bon, par exemple, le vendredi soir, il y a une boisson sucrée, c'est parce que c'est le Shabbat. Eh bien, parce qu'on aime nos... mal comporté. Mais pourquoi j'amène le coca vendredi soir, même si je pense que c'est pas la meilleure des choses, on amène le coca vendredi soir à table parce qu'on aime nos enfants, et on sait que nos enfants aiment le coca, quand malheureusement on leur en a fait goûter, désolé pour coca, et donc... le fait qu'il y ait une boîte de coca, c'est papa et maman nous aiment, vu qu'ils nous servent à table des choses qu'on aime. D'accord? Bon, mais pour moi, c'est ça la traduction de la présence de la bouteille de coca. Donc si, parce que j'ai une mauvaise note, les choses que vous dites, que vous amenez pour nous dire on vous aime, c'est la raison pour laquelle, même si nos principes sacro-saints macrobiotiques vont à l'encontre du coca, on le met quand même, et ne riez pas dans la salle, eh bien, néanmoins, c'est là, et on le met. Et toi, on te dit, on t'aime plus. Puisque ce qui est le vecteur de l'amour, on le supprime. Alors comment on sanctionne? Ah, ça, c'est une deuxième conférence que vous me demandez. Mais ça, c'est pas... avec plaisir, votre question, je la reçois. Ça, c'est un deuxième problème. Là, on n'est pas du tout là-dedans, maintenant. Et donc, pour ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça nécessiterait tout un cours. Mais là, notre problème à nous, c'est qu'on ne s'arrête pas 15 secondes. Parce qu'on n'a pas le temps, souvent. C'est-à-dire, on peut plaider non coupable. Mais juste, on se pose et on réfléchit 2 minutes.
Juste, et après on va dire, ouais, faut pas exagérer. T'as raison, rendez-vous dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Faut pas exagérer, c'est pas parce que je lui ai dit qu'il avait pas son... que pour autant, ben si. Ben si. Et parfois le gamin, à 20 ans, il va vous en parler. Et je me rappelle, hein, chaque fois que j'avais une mauvaise note, eh ben j'avais pas le droit d'avoir du vin. Il y a en 2 mots chaque fois vous me disiez, on t'aime pas. Ah, et vous êtes là en train de dire, et alors? Parce que c'est passé quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Parce que quand les enfants, vous leur amenez quelque chose de bon à table, c'est un acte d'amour. Pourquoi je te donne ça? Parce que je t'aime. Et comme je sais que tu aimes ça, donc j'ai envie de te faire passer un message. Pourquoi on offre une rose? Parce qu'elle est le vecteur de quelque chose. Si elle n'était pas vecteur de quelque chose, qu'est-ce que tu te prends la tête avec les épines? C'est parce qu'elle est vecteur. Et c'est ça qui est, ben pour les enfants aussi, c'est un vecteur systématiquement. Oui, autre question? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du vitour, du renoncement. Mais le renoncement, c'est bien l'application du libre arbitre. Mais si on a grandi, comme vous dites, dans un endroit où il n'y a pas eu de vitour, alors j'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans cette définition. D'un côté, moi je dois faire le vitour, mais si j'ai grandi, j'ai pas appris le vitour, donc je ne sais pas c'est quoi le vitour, je ne peux pas le faire, en même temps je dois le faire. Donc ça m'a l'impression qu'on a un enfant qui grandit vite, qui devient un adulte, et qui est coincé entre une situation où lui il n'a pas appris le vitour, et maintenant il voudrait faire le vitour pour l'apprendre à ses enfants. Et vous avez dit que maintenant lui il ne peut pas parce qu'il ne l'a pas appris. Donc j'ai pas dit qu'on ne peut pas parce qu'on ne l'a pas appris, mais c'est plus compliqué. Évidemment, évidemment. Vous avez des personnes, je vous rappelle que les phrases, les 3 mots les plus importants dans une relation de couple, c'est pas je t'aime, c'est j'ai eu tort. Accepter qu'à un moment on a fait une erreur. C'est plus simple de dire à l'autre t'as raison que j'ai eu tort. Il y a des personnes, elles ne savent pas dire ça. Et elles sont très bien par ailleurs. Des personnes intelligentes, sympathiques, qui veulent construire. Mais c'est pas dans leur schéma. De la même manière, la notion de renoncer est vécue pour certaines personnes comme étant une annihilation de eux-mêmes. Amar Rabbi Yossi, je crois. Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, Yodea, c'est une Gemara, incroyable. Amar Rabbi Yossi, Yodea ani sheni Kohen. Im omrim li chaverai ale le duchan ani ole. C'est une Gemara. La Gemara, elle est folle. Rabbi Yossi dit, je sais que je ne suis pas Kohen. Si mes amis me disent, monte avec les Kohanim et bénis-nous, tu es Kohen, j'y vais. C'est énorme. Il n'y a pas d'interdit hein, de bénir. Mais, en 2 mots, je renonce même à la croyance que j'ai sur moi. Alors, c'est un cas ultime. Et évidemment que, si on n'a pas été un tout petit peu biberonné à ça, c'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est être mevater, renoncer, c'est colossalement difficile. Parce que, la plupart du temps, ils sont persuadés que c'est une disparition de leur identité. Parce qu'ils n'ont pas construit leur réelle identité. Vous constaterez que les personnes qui savent renoncer sont les personnes qui existent et n'ont pas besoin de s'arc-brouter à certaines choses pour pouvoir savoir qu'elles ont une place et qu'elles existent. Donc ça, c'est un travail personnel qu'on peut faire. L'étude, elle est là pour ça, l'enseignement est là pour justement véhiculer aussi ça, et c'est un travail au quotidien. Et il y a certaines personnes pour qui c'est extrêmement complexe, et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer, parce que l'univers dans lequel elles ont grandi, les postures qu'elles ont été obligées de prendre, le fait qu'elles ont été obligées de se rigidifier pour justement rien lâcher, parce que sinon, a créé après des modèles de fonctionnement. Ça, c'est l'histoire de chacun. Et en effet, je ne vais pas en faire un cours sur la communication, mais quand vous êtes dans un monde dans lequel renoncer est d'une complexité folle, et que l'autre arrive à le faire, rappelez-vous qu'au lieu de lui dire « enfin », valoriser son acte qui pour lui est extraordinaire. Vous vous rappelez un exemple que j'adore donner, qui est le classique de « Pourquoi vous ne m'applaudissez pas alors que je suis en train de faire ça ?» Parce que je n'ai pas 2 ans, je n'ai pas 16 mois, et que là, en tant qu'adulte, je suis censé savoir marcher. Mais à 16 mois, vous m'avez applaudi, parce que quand à 16 mois, j'ai commencé à marcher, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, et donc j'ai eu besoin d'être encouragé pour être dans la continuité. C'est un concept qu'on connaît, qu'on a déjà vu plein de fois ici. Idem, si quelqu'un à un moment arrive à être mevater, à renoncer, un enfant arrive à être mevater à quelque chose ou un adulte, il faut être capable de lui dire « je suis fier de toi » parce que je sais que pour toi c'est difficile. C'est-à-dire, expliquez-lui, donnez-lui l'explication de texte. Je suis fier de toi, parce que sinon après il dire « pourquoi tu me dis à moi tu es fier alors que l'autre ne lui dit pas ?» À l'autre je lui dis très bien, mais pour toi je dis « je suis fier ».
arrête de me faire 10 000 compliments parce que j'ai eu 12 en maths. J'ai dit, mais oui, je t'en fais parce que pour toi, les maths, c'est très compliqué. Et je suis fier de toi parce que pour toi, c'était un immense effort. Et lui, pour lui, c'est facile. Chacun, c'est différent. Donnez l'explication de texte. Expliquez pourquoi vous lui dites bravo. Expliquez pourquoi vous êtes fier. Et comme ça, vous donnez la possibilité. Le vitour, c'est la conséquence, normalement, d'un être construit. Plus vous construisez, mieux vous savez sur quoi être mevataire et comment être mevataire, sur quoi renoncer et comment renoncer, évidemment. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas renoncer. C'est celles qui engagent notre vie spirituelle. Et d'autres sur lesquelles, au fond, il faut savoir remettre les choses à leur place et savoir que l'enjeu, au fond, n'est pas grand-chose. La difficulté de renoncer, c'est que l'enjeu n'est jamais sur le sujet, mais sur la fonction qu'il représente au niveau de nous-mêmes. Ce qui est important ici, c'est pas que j'ai de la glace à la fraise, c'est que ma voix ait été entendue. Donc, la glace à la fraise, on s'en moque. Mais c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle symbolise. Rappelez-vous d'ailleurs, de manière générale dans la vie, chaque fois que vous voyez que quelqu'un a une difficulté à renoncer, posez-vous la question, est-ce que c'est le sujet ou est-ce que l'enjeu il est ailleurs? La plupart du temps, ce n'est pas le sujet, c'est un autre enjeu. Si vous découvrez où est l'enjeu, vous travaillez sur ça, et à ce moment-là, bien sûr que l'autre doit totalement renoncer. Autre question? Oui, madame. Oui. Comment gérer une situation de conflit entre deux enfants quand en fait l'origine du conflit est tout à fait légitime, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais qu'il y a un des enfants qui, dans cette situation se sentant mal, va réagir en appuyant là où ça fait mal. Et du coup, celui qui se sent agressé, parce que l'autre a appuyé là où ça fait mal, va réagir de façon complètement inappropriée. Ce qui est normal. Donc comment on gère ça? Parce que finalement, il y en a un qui a provoqué l'autre, de façon, on va dire, pas acceptable, et l'autre en face va réagir d'une façon aussi pas acceptable. Alors, comment on gère face à ça? J'aime pas trop les recettes, je vais vous donner quand même 2-3 pistes. Je vais vous donner 2-3 pistes. Dans une situation de ce type, on va d'abord se placer du côté de celui qui appuie. D'accord? Et on va lui montrer qu'on n'est pas dupe et qu'on a parfaitement compris son modèle. D'accord? Première chose. C'est-à-dire, il est là, il appuie sur ce qui fait mal, et on dit, en tout cas, bravo. Parce que tu es observateur, je vois. Tu sais exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire pour faire craquer ton frère. Il y a qu'en 2 mots, que la cavote. Vous connaissez bien votre job. Mais oui, il faut d'abord, mais si vous dites c'est honteux, non. Toujours, il faut déstabiliser parce qu'il ne s'attend pas à ça. Et écoute, je voulais te féliciter. Parce que j'ai observé comment tu te disputais avec lui et je vois que tu es fin psychologue. Parce que tu sais exactement les mots qui vont le faire réagir. Tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il craque. Que la cavode. Et pas de manière cynique. C'est-à-dire vraiment, c'est vrai. Il a observé, il a repéré, il a parfaitement agi. À partir de là, il faut lui dire, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi, de ton attitude? Qu'est-ce que tu penses de ton attitude? Parce que ce que vous en pensez, il est au courant. Pas la peine de lui le dire, il le sait. Même quand vous êtes face à quelqu'un et qu'on a fait un moment quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, on ne va pas dire à la personne ce qu'on en pense, il est au courant. Dites à la personne, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la manière dont tu viens de te comporter? Toi, t'en penses quoi? C'est assez déstabilisant, hein, je vais vous dire. Surtout si avant, vous avez mis le point sur l'élément de dysfonctionnement, mais juste en info. Donc déjà, commencez par ça. Là, il va vous répondre. Allez-y. Là, il va vous répondre. Mais, alors, celui qui a dit, mais tu te rends compte, après, il m'a mal parlé. Attendez, non, mais là, vous êtes en one by one. Hein. Là, vous n'êtes pas en juge de paix. Là, vous êtes en train de lui parler seul. Un autre moment, c'est la guerre s'est calmée. On est dans un moment dans lequel on a calmé le jeu. Ça y est. Bon. Donc maintenant, vous lui parlez à lui. D'accord? À lui, intuitif, personnel. Qu'est-ce que tu en penses de? Il a mérité. C'est ça qui est. Il faut lui dire, ok, j'entends. J'entends.
Tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution? Non. T'en as essayé d'autres? Oui. Lesquelles? C'est-à-dire que vous allez commencer à l'amener à analyser que, pour l'instant, vous légitimez le fait qu'il a envie de lui rentrer dedans. Il n'y a aucun problème, tu as le droit. Parce que pour l'instant, il est persuadé, lui, il est persuadé de son bon droit. Lui, il est persuadé d'avoir raison. Lui, il est persuadé qu'au fond, la justice est pour lui. Donc ça ne sert à rien de le persuader, du contraire. Pour l'instant, je vais d'abord travailler sur sa méthode. C'est-à-dire que toi, tu considères que tu as raison, que l'autre, il faut tout faire pour le mettre de côté, que tu récupères. Ok, donc c'est ton système. Moi, en premier lieu, au lieu de travailler sur le fond, je travaille d'abord sur la forme. Première chose, c'est-à-dire, je légitime. Après, je pourrais dire que je pense peut-être autrement, mais d'abord, je légitime. C'est comme dans un couple. Bon, je comprends, monsieur, vous considérez que votre épouse ne vous fait pas du tout la tarte au chocolat comme vous voulez, c'est gravissime, voilà. Je comprends. Ok. Bon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous rentrez et vous jetez de l'huile par terre. Ouais, c'est intéressant. Donc, vous savez très très bien qu'avec ça, bien sûr, elle va se rendre compte. Mais vous avez une autre manière de faire le truc? Après, je pourrais dire, bon, vous pensez que c'est si fondamental le coup de la tarte au chocolat? Ça, c'est un deuxième axe. Mais on fait toujours cette erreur de d'abord s'attaquer au fond du problème, alors que notre problème numéro 1, c'était la forme. Parce que s'ils étaient là en train de débattre, écoute, mon cher frère, je ne suis pas du tout d'accord sur la répartition. On aurait, au contraire, on trouverait ça très sympa. Donc, ce qui nous pose problème, c'est qu'ils sont en train de sortir les muchachos, quoi. C'est ça la difficulté qu'on a. Et les mots et les trucs, c'est ça. Mais sur l'idée du désaccord, au fond, ils ont le droit. Donc, non, on s'attaque au fond, alors que le problème essentiel, il est d'abord au niveau de la forme. Donc, travailler sur la forme. De part comme d'autre. Et après, vous pouvez lui dire, je pense que même si avec ce que tu fais, tu obtiens ce que tu veux, ce que tu fais fait bien plus de mal que ce que tu crois à ton frère ou à ta soeur, mais je suis sûr que ce n'est pas du tout ça ton intention. Et même si tu dis, je m'en fiche, qu'il est mal, etc., c'est ce que tu dis. Moi, je sais que ce n'est pas ton intention. C'est-à-dire montrer que vous avez une vision qui reste positive de la fraternité, même si la photo qu'on a prise de cette fraternité semble un peu écorner cette vision idéaliste. Voilà un petit peu quelques axes sur lesquels vous pouvez travailler. Mais rappelez-vous, hein, on ne travaille sur le fond que quand, en effet, ils viennent nous poser la question qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qu'on fait? Ou là, c'est déjà un deuxième problème. Mais l'élément essentiel, c'est sur les modalités du conflit, sur les armes, et quelque chose de normal, mais ça s'arrête à ça, point. L'enfant a un 20 ou un 19, on doit être capable de dire « je suis très content, ça me fait très plaisir ». L'enfant a 8, on doit être capable de lui dire « pas mal, peut mieux faire », point. C'est-à-dire, en 2 mots, soyons honnêtes. Bien sûr, bien sûr. On ne va pas dire « non, ton 8 pour moi c'est comme un 18, mais c'est pas de film, c'est pas vrai ». Mais ça ne me déçoit pas, ça ne me touche pas. C'est-à-dire que je te signifie en effet que ce que tu as fait est bon, et toi ce que tu as fait est bon, mais différemment, on va dire, moins bon. Très bien. Parce que l'enfant, lui, il n'est pas dingue. Soit il se rend compte que l'autre, il est super doué et lui ne l'est pas, tout le travail c'est un autre sujet, hein, de le faire émerger dans sa particularité, soit il sait que l'autre, il rentre et il bosse, et lui il bosse pas. Au fond, entre lui et lui-même, il est au courant. Donc lui, ce qui le dérange, c'est pas tant la note, il était au courant qu'il allait se faire un 8. Il le savait. Il y a des miracles, mais bon, pas tous les jours. Par contre, ce qui l'embête, c'est, est-ce qu'à ce moment-là, ça crée une relation particulière entre mes parents et lui, et que moi, je n'ai pas la même relation? C'est ça qui m'embête. Donc là, il faut casser le truc. C'est à ce moment-là où, paradoxalement, celui qui a eu la moins bonne note, on va lui demander quelque chose de particulier, ou alors on va lui donner quelque chose de particulier. Où il va tout de suite voir que la traduction qu'il pourrait faire de ce que ça veut dire pour nous dans la relation est fausse.
Tout de suite. C'est-à-dire, ça va être à table, on va lui dire, tiens, tu veux de la crème au chocolat? C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a une histoire de notes, il y a une histoire d'école, il y a certaines choses, ok, ça c'est un dossier, mais après il y a la vie de famille. Et l'un ne rentre pas là. C'est sûr, certain que si on commence à faire des différences, parce que les enfants ont eu telle et telle et telle et telle chose, à ce moment-là, bon ben, bonjour, voilà, c'est bon, on a ouvert la porte. Non, je suis désolé, moi je ne sais pas si ce soir je te verse un petit peu de vin pétillant, parce qu'avec les notes que tu m'as rapportées. C'est qu'en 2 mots, ça c'est un acte d'amour, de verser un peu de vin pétillant le vendredi soir, c'est le truc à 4 degrés qui est plus du sirop que du vin, d'accord? Et ben, comme j'ai pas eu la note, donc c'est pour cela que ce qui pour moi est un acte d'amour du parent, parce qu'il a envie de faire plaisir à l'enfant, eh ben il n'existe pas. Donc là, j'ai un problème. Être capable de serrer les choses. C'est-à-dire être capable de serrer les choses. Il y a une histoire A, il y a une histoire B. La complicité, elle se construit comment? Lorsque l'on laisse nos enfants vivre une vie dans laquelle nous ne pénétrons pas nous. 4e axe. C'est quoi la complicité dans un couple? C'est un lieu dans lequel personne ne peut rentrer. Si à un moment il y a un tiers dans cette histoire, c'est plus la complicité, c'est l'exhibitionnisme. Un couple complice, c'est un couple qui justement est capable de préserver un univers dans lequel il n'y a que. Il y a la complicité et après il y a l'univers de l'intime. C'est encore une autre étape. La complicité, c'est parce que justement il y a d'abord une relation entre moi et elle et moi, il n'y avait personne d'autre. On ne crée pas de complicité s'il y a des tiers qui sont présents. La complicité dans la fratrie, c'est la capacité que nous avons en tant que parents de ne pas vouloir rentrer dans l'histoire de nos enfants lorsqu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble en train de jouer, vous les laissez. Vous ne vous intéressez pas à une histoire qui leur est commune. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils rigolent comme des imbéciles. C'est leur histoire. Elle leur appartient et c'est ça. Leur complicité, elle se crée dans la capacité qu'ils ont d'être solidaires face à nous. D'accord ? C'est-à-dire d'être ensemble face au groupe parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on installe relativement facilement. Qui, au passage, leur fournira des choses extraordinaires, c'est que ça construit des souvenirs communs. Et quand vous avez des souvenirs communs forts, qu'il n'y a que vous qui pouvez partager, eh bien, vous pouvez avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous vous retrouvez, vous êtes proches. Parce qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à vous, même pas vos parents. Et c'est structurant, c'est équilibrant. Je n'ai plus 18 ans, ni même 25, ni même 30. Quand on se revoit entre frères et sœurs, on se raconte des histoires qu'on a vécues ensemble dans le passé. Parfois, il est arrivé à ma mère ou à mon père d'entendre, il dit « Quoi, vous avez fait ça ?» Quoi? Comme on voit avec nos propres enfants, le jour j'ai découvert, alors qu'ils sont plus 6 ans, je dis « Ah !» Et j'ai jamais vu le truc, mais vous tombez à la renverse. Des histoires, mais comment ils ont réussi à nous escroquer qu'on ne remarque rien, c'est génial. C'est génial. Mais c'est ça le lien. C'est là qui fait qu'après on est solidaire, on est proche, qu'il y a une histoire qui continue. Évidemment que ça, vous pouvez le créer, vous, en tant que parent, en leur laissant un espace dans lequel on n'est pas sans arrêt dans le contrôle. Et la meilleure manière, souvent, pour les parents de contrôler, c'est de donner à leurs enfants de manière constante, mais en leur donnant d'être présents. C'est-à-dire, on va faire du poney, et on va faire après cela, et on va faire ceci, et on va faire cela, et c'est là, et on est là, et on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je sais même si je ne suis pas là, je sais que vous êtes en train de faire vous faites ça, donc vous êtes dédié à ça, donc je suis là. Il y a un moment dans lequel, si vous avez envie, vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller vous promener. Maman et moi, on sort. On rentre, on leur demande pas ce qu'ils ont fait. Et si on remarque que le sol est un peu humide, ou qu'il y a certaines choses, on ne remarque rien.
il a dû se passer des choses, ça appartient à leur histoire, ils sont là en train de se dire, est-ce qu'ils vont le fonder, ils vont pas le fonder, ils vont le fonder, ils vont pas le fonder. Et ils sont là dans leur inquiétude, et vous, bien sûr, vous avez tout de suite repéré le truc, vous dites rien, ça fait partie de leur histoire commune, cette bêtise qu'ils ont faite ensemble et qu'ils ont essayé de dissimuler, qu'ils ont essayé de rattraper. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires perso, mais j'en ai des savoureuses de chez savoureuses, mais qui sont incroyables. Et qui se battent toutes autour de bêtises. De bêtises qui tournent mal, entre guillemets, c'est-à-dire la fin n'est jamais Baruch Hashem tragique, mais ils se trouvent bien coincés, quoi, des trucs qui font tomber dans des endroits qu'il faut récupérer, enfin des histoires de fous. Et ils sont tous ensemble maintenant, parce qu'il y a papa et maman qui vont revenir, comment on va faire? C'est génial. C'est génial, c'est ça qui crée le lien. Ils ne sont pas obligés de faire ça toutes les semaines. Mais il faut que ça ait fait partie de leur histoire. Les rivalités, lorsqu'elles existent, et qu'elles sont bien présentes, comment on fait maintenant? Parfois, concrètement, il y a de la rivalité et on s'en rend compte, parce que l'enfant a décidé de traduire certaines réactions de notre part comme étant une différenciation entre eux. D'accord? Un petit peu l'histoire de Yosef, c'est la traduction que l'on fait. Évidemment, tout dépend de l'âge. On sait très bien que quand il s'agit d'un enfant qui va naître, il y a toujours cette problématique qui prend de la place. Et ça, c'est plus simple à régler. Il ne doit pas prendre de place. C'est-à-dire que le bébé, je parle ici pour les mamans qui ont des petits bouts de chou qui arrivent, le bébé, en dehors du moment où on a besoin de s'en occuper, il est dans sa vie et on le range. On le range. Le coup, venez voir votre petit frère et votre petite soeur comme il est mignon. Si j'ai envie de le voir, je le verrai. C'est pas comme si on était au musée dans lequel il faut une invitation et payer l'entrée pour pouvoir voir. Il est là. Il est là. Si je veux le voir, je vais le voir. Si j'ai pas envie de le voir, je le vois pas. Et j'ai pas envie de le voir. Mettez de côté ce schéma-là dans lequel, non, on s'en fiche, quoi. Le bébé, ben, quand il faut le prendre, il faut le prendre. Quand il faut le changer, il faut le changer. Quand il faut le nourrir, il faut le nourrir. Une fois que c'est terminé, next. Et c'est très intéressant parce que c'est après, par la suite, les enfants qui vont venir par eux-mêmes venir s'intéresser au dossier. Parce que justement, ils voient bien qu'en dehors des nécessités techniques, il faut bien qu'elle le nourrisse, quoi. Il faut bien qu'elle le change. Bon, bah, d'accord. Hein. On est sympa, quoi, chez nous. Mais en dehors de ça, ben, ça va, quoi. C'est-à-dire, il a sa place, j'ai ma place. On ne fait pas comme ça émerger, le mettre, on n'est pas sur un piédestal. Les rivalités, c'est quand l'enfant voit qu'en effet, il y a des vraies différences. Alors, il y a quelque chose qui va être un sujet qui va déplaire. Hein. C'est les rivalités garçon-fille, à travers ne serait-ce qu'un acte très symbolique, qui est celui de l'acte de la bar mitzvah, dans lequel monsieur devient le phénix des hôtes de ses bois. Il est là, face au peuple, d'accord? Ouvrant grand les clés du compte en banque, venez déposer vos chèques, braves gens, et autres cadeaux, fête de chez fête. On voit bien que les filles regardent ça et disent, oh, c'est quoi cette histoire? Parce que c'est un garçon, et en plus il l'aide même pas. Moi je les comprends. Hein. Alors, la meilleure solution, c'est de faire en telle sorte qu'une bar mitzvah, ce ne soit pas un mariage. Déjà. Donc déjà, comme ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on réserve pour le mariage? Et pas le coup, on va lui faire une méga bar mitzvah et après une méga bat mitzvah. Bon, s'il y a des traiteurs dans la salle, je vous demande pardon. Hein. Je casse peut-être le travail, mais... c'est remettre les choses à leur place. D'accord? Remettre les choses à leur place, donc ça, c'est déjà un premier point. Et ça doit être, donc je parle d'abord dans la relation garçon-fille, on n'a jamais vraiment traité ici les problèmes de relation garçon-fille à l'intérieur de la famille, hein. Ça sera peut-être un sujet en tant que tel, c'est que ils ne perçoivent pas en effet que il y a des préférences, donc le coup de les garçons sont assis et les filles débarrassent, non. Parce que c'est profondément injuste. Donc soit c'est maman qui est serveuse principale, point barre, si c'est un choix du couple et que c'est un choix de famille, why not? Je ne pense pas que c'est un bon choix. Soit il y a maman avec des assistants et des assistantes qui sont ses enfants et éventuellement le mari, si le couple a décidé que le mari aussi doit se lever ou il doit plutôt rester à table pour gérer ce qui se passe à table. C'est un choix de couple. Hein. D'accord?
Pour moi, l'intendance spirituelle est aussi importante que l'intendance matérielle, dans la mesure où les deux sont valorisés, et on voit que les deux sont aussi importants l'un que l'autre, hein, qu'on soit bien clair. Mais ce qui est sûr, c'est que les rivalités, elles peuvent commencer lorsqu'on a l'impression qu'il y en a certains, c'est pas la même chose que les autres. Désolé pour ceux qui me disent chez nous on a toujours fait comme ça, moi j'en vois aujourd'hui les conséquences. On ne peut pas aujourd'hui, et encore plus dans notre génération, tomber dans ce piège. Donc on aide tous. Limiter le fait qu'il y en a qui oui, il y en a qui d'autres. Maintenant, c'est vrai que chacun suivant son âge, suivant ses possibilités, tout. Mais ça c'est très important, c'est pas l'égalité, c'est que c'est pas l'inégalité. Parce que l'inégalité va créer par la suite un sentiment de frustration, surtout qu'elle est parfois totalement injuste. Elle est, ici en l'occurrence, injuste. Donc, ça peut être les filles, vous m'aidez à ça, et les garçons, c'est une fois qu'on a fini le repas, c'est vous qui débarrassez. Donc les filles vont aider peut-être maman à amener les plats, le truc, etc. Oui, mais l'idée, c'est que tout le monde, à un moment, est dans l'histoire. Idem pour la vaisselle en vacances, idem pour le reste. Avec une particularité garçon, une particularité fille, une particularité de ceux qui ont 12 ans, une particularité de ceux qui ont 6 ans, une particularité de ceux qui ont... Mais non, le pauvre, il ne peut pas aider, ta vie, il a 4 ans, bien sûr qu'il peut aider. En aidant, il nous demande 2 fois plus d'efforts parce qu'on est obligé de surveiller, il n'y a pas de problème. Mais déjà, au moins, les enfants voient qu'il y a cette... C'est-à-dire qu'ils ne traduisent pas. Parce que le problème, c'est, vous le savez, c'est comme d'habitude, c'est la traduction. On traduit, ça veut dire que, donc ça veut dire que, donc ça veut dire que. Et comme on traduit, on crée, on construit des croyances, et après on se balade avec ces croyances tout le temps. Faire en telle sorte qu'il n'y ait pas de traduction. Ça, c'est la première des choses. Enfin, la première, c'est encore un des éléments qui va être important. Après, lorsque la rivalité est là, quand elle s'est créée parce qu'à un moment, voilà, et qu'elle est avérée. Ce qui est sûr, c'est que on va être obligé de jouer un rôle que tout parent va devoir jouer à un moment dans son existence, c'est d'être juge de paix. Le juge de paix, il est là, et il se pose, et je pense que son travail essentiel, ce n'est pas de statuer, mais d'écouter les doléances. D'écouter les doléances, c'est-à-dire de laisser l'enfant exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer par rapport au fait qu'il pense que l'autre on le préfère et que l'autre c'est pas normal et que c'est pas logique et que ça ne devrait pas être comme ça, etc., 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 etc. Même si on sait que 98% de ce qu'il est en train de dire c'est faux, au moins on a une information sur la manière dont il se vit lui-même à l'intérieur de la famille. Parce que c'est intéressant. Quand un enfant commence à raconter des bêtises, on le fait taire, c'est pas vrai. Mais justement, laisse-le parler. Parce qu'il est en train de te raconter l'histoire vue de son point de vue. Donc tu découvres quelque chose que tu ne peux pas connaître. Et je vais te dire, et en vérité, et il est très méchant, et moi c'est pas normal. Toi tu sais très bien que c'est faux, mais c'est ce qu'il vit. Donc on peut parfaitement bien gérer les choses quand on sait comment l'autre vit l'histoire. Mais si dès le moment où il commence à raconter sa propre histoire, tu dis ta propre histoire, elle est fausse, non mais c'est celle que je vis. Comment tu vas pouvoir gérer? C'est pas juste je suis à l'écoute parce que je suis sympathique et parce que simplement non, c'est très intéressant. C'est passionnant parce que enfin maintenant, je comprends des choses. Que lui a compris, interprété, voit les choses de cette manière, les vit de cette manière et tout. Donc on a du matériau pour travailler dans un second temps. Dès qu'il y a rivalité, créez un pôle écoute. Mais écoute dans lequel même après vous prenez des notes. Et je suis même pour que si la situation s'y prête, s'arrêter, prendre un stylo et prendre des notes. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des personnes qui ne savent pas prendre des notes ou qui n'arrivent pas à en prendre, d'accord? Mais quand vous prenez des notes, quand vous notez, vous donnez de la valeur. Le mot noter, vous le rappelez, on avait vu ça une fois dans un cours, c'est le mot rochem. Rochem, c'est les mêmes lettres que le mot chômeur et le mot moriche. Chômeur, c'est garder, moriche, c'est faire hériter. C'est le concept de donner de la valeur. Je garde une chose qui a de la valeur, je fais hériter une chose qui a de la valeur, et je note une chose parce qu'elle est importante. C'est les mêmes lettres. Si je note, c'est que c'est important. C'est pas parce que vous notez pas que c'est pas important. Après, il y a chacun son modèle d'écoute. D'accord? Il y a des personnes qui ne peuvent écouter qu'en notant. Et d'autres, si elles notent, elles ne peuvent pas écouter. Après, c'est... Je ne vais pas rentrer, on ne va pas faire ici une analyse des modèles de fonctionnement tout à chacun, ce n'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, même si on n'a pas l'habitude et qu'on a une excellente mémoire,
On va dire à la personne, tiens, je note. D'ailleurs, au passage, c'est très intéressant parce que dans l'univers de la psy, quand quelqu'un vous appelle et vous dit, je voulais vous dire au fait, avant de vous rencontrer, que vous devez savoir que, hein, on a envie de parler d'abord de l'autre. Alors, moi j'ai appris d'un homme absolument incroyable, une technique qui est géniale. Attendez, un instant, parlez un peu plus lentement, je note. Et ben oui, je note, comme ça je saurai exactement quoi dire à l'autre quand il viendra de ce que vous avez dit. Souvent les gens se taisent à ce moment-là. Mais si c'est important, je le note. Si vous avez besoin de me le dire, c'est que vous croyez que c'est important. Si c'est important, je vous montre que pour moi c'est important. Vous allez voir qu'au niveau d'un enfant, parfois presque après, il n'a plus rien à vous dire. Parce que ce geste symbolique lui a donné une réponse très très forte par rapport à lui-même. Un instant mon chéri, tu vas me dire plein de choses, j'ai peur d'en oublier, je vais juste prendre un papier et je vais noter comme ça je suis sûr et après je peux y réfléchir. C'est tout bête, hein, mais je vous assure que ça marche. Parfois il va vous dire, mais parfois hein, il arrêtera parce qu'il est arrivé à ce qu'il voulait. Et donc, à ce moment-là, puisque la plupart du temps, l'enjeu, c'est dans ce qui se passe entre eux et nous, les choses changent. S'il y a rivalité qui est créée par le groupe enfant lui-même, c'est-à-dire Prums, Dos, ben non, t'es nul, là-dessus, on doit intervenir. Parce que ça peut révéler de très mauvaises midotes, des traits de caractère très négatifs. Et rappeler qu'on ne fonctionne pas. Mais pas, c'est pas normal, vous êtes des frères et sœurs, vous devriez vous aimer, c'est honteux, c'est ton frère. Non, c'est un principe de vie. Il se trouve que là, c'est à l'intérieur de la fratrie, mais ça pourrait être ailleurs. C'est à un moment, on n'allume pas l'autre, on ne l'excite pas, on ne l'énerve pas. On ne joue pas sur ses points faibles, c'est comme ça. Parce qu'il y a parfois des enfants qui malheureusement ont des traits de caractère géniaux d'un côté, mais par ailleurs des midotes qui sont un peu compliquées. Et donc là-dessus, il y a intervention. Il y a intervention parce que ce sont des modèles qui n'existent pas. S'il y a bien un point sur lequel on ne doit rien tolérer, c'est lorsque dans l'univers de la relation, on s'amuse à un moment à appuyer sur le point qui fait mal. Et a fortiori, si on ligue une partie du groupe contre un autre pour lui faire mal. Que l'on se ligue ensemble pour aller récupérer le camion de pompier qui nous a pris et qu'il est en train de cacher sous son lit, c'est normal, c'est classique. Parce que là, il y a un objectif, c'est récupérer le camion de pompier. Normal. Donc lui, il a pris, il a caché, seul on n'arrive pas à le récupérer. Toi, tu l'attrapes par les jambes, moi je l'attrape par les mains et on récupère le truc de pompier. Normal. Mais si c'est pour faire mal, c'est pas la même chose. Là, il y avait un objectif acceptable. Si c'est pour faire mal, c'est inacceptable. Que ce soit avec des mots, ou que ce soit avec des attitudes. Là-dessus, en effet, on se doit de poser les choses et de rappeler les règles et d'être extrêmement intolérant. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont inacceptables. De la même manière que quand on voit un enfant qui fait à l'autre un croche-pied pour s'amuser, ça doit appeler des réactions immédiates. Immédiates et fortes, dans lesquelles on se rend compte que là, il y a des lignes rouges qui ne se franchissent pas. Qu'en se battant pour pouvoir obtenir le dessus, il lui a pris la dernière prise de judo qu'il a fait, etc., etc., ok, c'est de bonne guerre. Je me rappelle un jour chez nous, il y a un de mes frères qui se battait avec une de mes sœurs, et puis il avait appris à faire du judo et faire des immobilisations au sol. Puis à un moment, il dit, elle ne se relève plus, elle ne respire pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire, il avait un peu évanoui. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est une bagarre, quoi. On se bagarre, et puis à un moment... Mais c'est pas, le but, c'était pas « je vais te faire mal ». C'est pas « je vais te faire mal ». C'est le résultat d'un conflit. D'accord? Et ça pose pas de problème. Faire bien la distinction entre les deux. Voilà quelques pistes sur un sujet qui est, au fond, comme vous le voyez, assez vaste, avec quelques indications, je pense, relativement concrètes. À vous, vos questions maintenant, pendant une vingtaine de minutes. Sur des situations concrètes, allez-y. Vous pouvez y aller aussi. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que si
si on dit à un enfant, bah, tu ne donnerais pas le vin pétillant parce que la note n'était pas faite, pourquoi? C'est pas forcément assimilé à de l'amour. Le vin pétillant, ça peut être une récompense. Donc du coup, je veux dire... Ah si, c'est des récompenses, d'accord. Mais là, en l'occurrence, vous enlevez à l'enfant quelque chose que tout le monde a. Et pourquoi vous leur donnez ça? Parce que vous les aimez, vous avez envie de leur faire plaisir. Oui, c'est pour leur faire plaisir. Ah ben oui, vous devez... le désir de faire plaisir, il ne doit pas bouger. Hein. Ben, on doit bien aussi sanctionner... Pourquoi à travers ça? Ah ben, Puisque... à travers ça ou autre chose. Non, parce que là, c'est traduit comme étant tu m'aimes moins que les autres, vu que ce qui est le vecteur de dire je vous aime, tu me le supprimes. Si c'est assimilé à un geste d'amour. Mais j'ose espérer. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que... Ah, dites-moi c'est quoi là? Non, mais bon, par exemple, le vendredi soir, il y a une boisson sucrée, c'est parce que c'est le Shabbat. Eh ben parce qu'on aime C'est nos... mal comporté. Mais pourquoi j'amène le coca vendredi soir, même si je pense que c'est pas la meilleure des choses, on amène le coca vendredi soir à table parce qu'on aime nos enfants et on sait que nos enfants aiment le coca quand malheureusement on leur en a fait goûter. Désolé pour coca. Et donc, le fait qu'il y ait une boîte de coca, c'est papa et maman nous aiment vu qu'ils nous servent à table des choses qu'on aime. D'accord? Bon, mais pour moi, c'est ça la traduction de la présence de la bouteille de coca. Donc si, parce que j'ai une mauvaise note, les choses que vous dites, que vous amenez pour nous dire on vous aime, c'est la raison pour laquelle, même si nos principes sacro-saints macrobiotiques vont à l'encontre du coca, on le met quand même, et ne riez pas dans la salle, eh bien, néanmoins, c'est là, et on le met. Et toi, ben on te dit on t'aime plus. Puisque ce qui est le vecteur de l'amour, on le supprime. Alors comment on sanctionne? Ah ça, c'est une deuxième conférence que vous me demandez. Mais ça, c'est pas... avec plaisir, votre question, je la reçois, ça c'est un deuxième problème. Là, on n'est pas du tout là-dedans maintenant. Et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça nécessiterait tout un cours. Mais là, notre problème à nous, c'est qu'on ne s'arrête pas 15 secondes. Parce qu'on n'a pas le temps, souvent. C'est-à-dire, on peut plaider non coupable. Mais juste, on se pose et on réfléchit 2 minutes. Juste, et après on va dire, ouais, faut pas exagérer. T'as raison, rendez-vous dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Faut pas exagérer, c'est pas parce que je lui ai dit qu'il avait pas son... que pour autant, ben si. Ben si. Et parfois le gamin, à 20 ans, il va vous en parler. Et je me rappelle, hein, chaque fois que j'avais une mauvaise note, eh ben j'avais pas le droit d'avoir du vin. J'ai rendu 2 mots chaque fois que vous me disiez, on t'aime pas. Ah, et vous êtes là en train de dire, et alors? Parce que c'est pas c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Parce que quand les enfants, vous leur amenez quelque chose de bon à table, c'est un acte d'amour. Pourquoi je te donne ça? Parce que je t'aime. Et comme je sais que tu aimes ça, donc j'ai envie de te faire passer un message. Pourquoi on offre une rose? Parce qu'elle est le vecteur de quelque chose. Si elle n'était pas vecteur de quelque chose, qu'est-ce que tu te prends la tête avec les épines? C'est parce qu'elle est vecteur. Et c'est ça qui est, ben pour les enfants aussi, c'est un vecteur systématiquement. Oui, autre question? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du vitour du renoncement. Mais le renoncement, c'est bien l'application du libre arbitre. Mais si on a grandi, comme vous dites, dans un endroit où il n'y a pas eu de vitour, alors j'ai l'impression qu'on est un peu coincé dans cette définition. D'un côté, moi je dois faire le vitour, mais si j'ai grandi, j'ai pas appris le vitour, donc je ne sais pas c'est quoi le vitour, je ne peux pas le faire, en même temps je dois le faire. Donc ça a l'impression d'en un enfant qui grandit vite, qui devient un adulte, et qui est coincé entre une situation où lui il n'a pas appris le vitour, et maintenant il voudrait faire le vitour pour l'apprendre à ses enfants, mais vous avez dit que maintenant lui il ne peut pas parce qu'il ne l'a pas appris. Donc j'ai pas dit qu'on ne peut pas parce qu'on ne l'a pas appris, mais c'est plus compliqué. Évidemment, évidemment. Vous avez des personnes, je vous rappelle que les phrases, les 3 mots les plus importants dans une relation de couple, c'est pas je t'aime, c'est j'ai eu tort. Accepter qu'à un moment on a fait une erreur. C'est plus simple de dire à l'autre t'as raison que j'ai eu tort. Il y a des personnes, elles ne savent pas dire ça. Et elles sont très bien par ailleurs. Des personnes intelligentes, sympathiques, qui veulent construire. Mais c'est pas dans leur schéma. De la même manière, la notion de renoncer est vécue pour certaines personnes comme étant une annihilation de eux-mêmes. Amar Rabbi Yossi, je crois. Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, Yodea, c'est une Gemara, incroyable. Amar Rabbi Yossi, Yodea ani sheni Kohen. Im omrim li chaverai ale le duchan ani ole. C'est une Gemara. La Gemara, elle est folle. Rabbi Yossi dit, je sais que je ne suis pas Kohen. Si mes amis me disent, monte avec les Kohanim et bénis-nous, tu es Kohen, j'y vais. C'est énorme. Il n'y a pas d'interdit hein, de bénir. Mais
En deux mots, je renonce même à la croyance que j'ai sur moi. Alors c'est un cas ultime. Et évidemment que si on n'a pas été un tout petit peu biberonné à ça, c'est compliqué pour certaines personnes. C'est être meuvataire, renoncer, c'est colossalement difficile. Parce que la plupart du temps, ils sont persuadés que c'est une disparition de leur identité. Parce qu'ils n'ont pas construit leur réelle identité. Vous constaterez que les personnes qui savent renoncer sont les personnes qui existent et n'ont pas besoin de s'arc-brouter à certaines choses pour pouvoir savoir qu'elles ont une place et qu'elles existent. Donc ça, c'est un travail personnel qu'on peut faire. L'étude, elle est là pour ça, l'enseignement est là pour justement véhiculer aussi ça, et c'est un travail au quotidien. Et il y a certaines personnes pour qui c'est extrêmement complexe, et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer, parce que l'univers dans lequel elles ont grandi, les postures qu'elles ont été obligées de prendre, le fait qu'elles ont été obligées de se rigidifier pour justement rien lâcher, parce que sinon, a créé après des modèles de fonctionnement. Ça, c'est l'histoire de chacun. Et en effet, je ne vais pas maintenant faire un cours sur la communication, mais quand vous êtes dans un monde dans lequel renoncer est d'une complexité folle, et que l'autre arrive à le faire, rappelez-vous qu'au lieu de lui dire « enfin », valoriser son acte qui pour lui est extraordinaire. Vous vous rappelez un exemple que j'adore donner, qui est le classique de « pourquoi vous ne m'applaudissez pas alors que je suis en train de faire ça ?» Parce que je n'ai pas 2 ans, je n'ai pas 16 mois, et que là, en tant qu'adulte, je suis censé savoir marcher. Mais à 16 mois, vous m'avez applaudi, parce que quand à 16 mois, j'ai commencé à marcher, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, et donc j'ai eu besoin d'être encouragé pour être dans la continuité. C'est un concept qu'on connaît, qu'on a déjà vu plein de fois ici. Idem, si quelqu'un à un moment arrive à être meuvataire, à renoncer, un enfant arrive à être meuvataire à quelque chose ou un adulte, il faut être capable de lui dire « je suis fier de toi », parce que je sais que pour toi c'est difficile. C'est-à-dire, expliquez-lui, donnez-lui l'explication de texte. Je suis fier de toi, parce que sinon après il dire pourquoi tu me dis à moi tu es fier alors que l'autre ne lui dit pas. À l'autre je lui dis très bien. Mais pour toi je dis je suis fier. Arrête de me faire 10 000 compliments parce que j'ai eu 12 en maths. J'ai dit mais oui je t'en fais parce que pour toi les maths c'est très compliqué. Et je suis fier de toi parce que pour toi c'était un immense effort. Et lui, pour lui c'est facile. Chacun c'est différent. Donnez l'explication de texte. Expliquez pourquoi vous lui dites bravo. Expliquez pourquoi vous êtes fier. Et comme ça, vous donnez la possibilité. Le vitour, c'est la conséquence, normalement, d'un être construit. Plus vous construisez, mieux vous savez sur quoi être meuvataire et comment être meuvataire, sur quoi renoncer et comment renoncer, évidemment. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas renoncer. C'est celles qui engagent notre vie spirituelle. Et d'autres sur lesquelles, au fond, il faut savoir remettre les choses à leur place et savoir que l'enjeu, au fond, n'est pas grand-chose. La difficulté de renoncer, c'est que l'enjeu n'est jamais sur le sujet, mais sur la fonction qu'il représente au niveau de nous-mêmes. Ce qui est important ici, c'est pas que j'ai de la glace à la fraise, c'est que ma voix ait été entendue. Donc, la glace à la fraise, on s'en moque. Mais c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle symbolise. Rappelez-vous d'ailleurs de manière générale dans la vie, chaque fois que vous voyez que quelqu'un a une difficulté à renoncer, posez-vous la question, est-ce que c'est le sujet ou est-ce que l'enjeu il est ailleurs? La plupart du temps, ce n'est pas le sujet, c'est un autre enjeu. Si vous découvrez où est l'enjeu, vous travaillez sur ça, et à ce moment-là, bien sûr que l'autre peut totalement renoncer. Autre question? Oui, madame. Oui. Comment gérer une situation de conflit entre 2 enfants quand en fait l'origine du conflit est tout à fait légitime, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais qu'il y a un des enfants qui, dans cette situation se sentant mal, va réagir en appuyant là où ça fait mal. Et du coup, celui qui se sent agressé, parce que l'autre a appuyé là où ça fait mal, va réagir de façon complètement inappropriée. Ce qui est normal. Donc comment on gère ça? Parce que finalement, il y en a un qui a provoqué l'autre, de façon, on va dire, pas acceptable, et l'autre en face va réagir d'une façon aussi pas acceptable. Comment on gère face à ça? J'aime pas trop les recettes, je vais vous donner quand même 2-3 pistes. Je vais vous donner 2-3 pistes. Dans une situation de ce type, on va d'abord se placer du côté de celui qui appuie. D'accord? Et on va lui montrer qu'on n'est pas dupe et qu'on a parfaitement compris son modèle. D'accord?
Première chose. C'est-à-dire, il est là, il appuie sur ce qui fait mal, et on dit, en tout cas, bravo. Parce que tu es observateur, je vois. Tu sais exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire pour faire craquer ton frère. Il y a qu'en 2 mots, que la cavote. Vous connaissez bien votre job. Mais oui, il faut d'abord, mais si vous dites c'est honteux, non. Toujours, il faut déstabiliser parce qu'il ne s'attend pas à ça. Et écoute, je voulais te féliciter. Parce que j'ai observé comment tu te disputais avec lui et je vois que tu es fin psychologue. Parce que tu sais exactement les mots qui vont le faire réagir. Tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il craque. Que la cavode. Et pas de manière cynique. C'est-à-dire vraiment, c'est vrai. Il a observé, il a repéré, il a parfaitement agi. À partir de là, il faut lui dire, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi, de ton attitude? Qu'est-ce que tu penses de ton attitude? Parce que ce que vous en pensez, il est au courant, pas la peine de lui le dire, il le sait. Même quand vous êtes face à quelqu'un et qu'on a fait à un moment quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, on ne va pas dire à la personne ce qu'on en pense, il est au courant. Dites à la personne, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la manière dont tu viens de te comporter? Toi, t'en penses quoi? C'est assez déstabilisant, hein, je vais vous dire. Surtout si avant, vous avez mis le point sur l'élément de dysfonctionnement, mais juste en info. Donc déjà, commencez par ça. Là, il va vous répondre. Allez-y. Là, il va vous répondre. Alors, celui qui a dit, mais tu te rends compte, après, il m'a mal parlé. Attendez, non, mais là, vous êtes en one by one. Hein. Là, vous n'êtes pas en juge de paix. Là, vous êtes en train de lui parler seul. Un autre moment, c'est la guerre s'est calmée. On est dans un moment dans lequel on a calmé le jeu. Ça y est. Bon. Donc maintenant, vous lui parlez à lui. D'accord? À lui, intuitif, personnel. Qu'est-ce que tu en penses de... Il a mérité. C'est ça qui est. Il faut lui dire, ok, j'entends. J'entends. Tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution? Non. T'en as essayé d'autres? Oui. Lesquelles? C'est-à-dire que vous allez commencer à l'amener à analyser que, pour l'instant, vous légitimez le fait qu'il a envie de lui rentrer dedans. Il n'y a aucun problème, tu as le droit. Parce que pour l'instant, il est persuadé, lui, il est persuadé de son bon droit. Lui, il est persuadé d'avoir raison. Lui, il est persuadé qu'au fond, la justice est pour lui. Donc ça ne sert à rien de le persuader du contraire. Pour l'instant, je vais d'abord travailler sur sa méthode. C'est-à-dire que toi, tu considères que tu as raison, que l'autre, il faut tout faire pour le mettre de côté, que tu récupères. Ok, donc c'est ton système. Moi, en premier lieu, au lieu de travailler sur le fond, je travaille d'abord sur la forme. Première chose, c'est-à-dire, je légitime. Après, je pourrais dire que je pense peut-être autrement, mais d'abord, je légitime. C'est comme dans un couple. Bon, je comprends, monsieur, vous considérez que votre épouse ne vous fait pas du tout la tarte au chocolat comme vous voulez, c'est gravissime, voilà. Je comprends. Ok. Bon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous rentrez et vous jetez de l'huile par terre. Ouais, c'est intéressant. Donc, vous savez très très bien qu'avec ça, bien sûr, elle va se rendre compte. Mais vous avez une autre manière de faire le truc? Après, je pourrais dire, bon, vous pensez que c'est si fondamental le coup de la tarte au chocolat? Ça, c'est un deuxième axe. Mais on fait toujours cette erreur de d'abord s'attaquer au fond du problème, alors que notre problème numéro 1, c'était la forme. Parce que s'ils étaient là en train de débattre, écoute, mon cher frère, je ne suis pas du tout d'accord sur la répartition. On aurait, au contraire, on trouverait ça très sympa. Donc, ce qui nous pose problème, c'est qu'ils sont en train de sortir les muchachos, quoi. C'est ça la difficulté qu'on a. Et les mots et les trucs, c'est ça. Mais sur l'idée du désaccord, au fond, ils ont le droit. Donc, non, on s'attaque au fond, alors que le problème essentiel, il est d'abord au niveau de la forme. Donc, travailler sur la forme. De part comme d'autre. Et après, vous pouvez lui dire, je pense que même si avec ce que tu fais, tu obtiens ce que tu veux, ce que tu fais fait bien plus de mal que ce que tu crois à ton frère ou à ta soeur, mais je suis sûr que ce n'est pas du tout ça ton intention. Et même si tu dis, je m'en fiche, qu'il est mal, etc., c'est ce que tu dis. Moi, je sais que ce n'est pas ton intention. C'est-à-dire, montrer que vous avez une vision qui reste positive de la fraternité, même si la photo qu'on a prise de cette fraternité semble un peu écorner cette vision idéaliste.
Voilà un petit peu quelques axes sur lesquels vous pouvez travailler. Mais rappelez-vous, hein, on ne travaille sur le fond que quand, en effet, ils viennent nous poser la question qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qu'on fait? Ou là, c'est déjà un deuxième problème. Mais l'élément essentiel, c'est sur les modalités du conflit, sur les armes utilisées, sur les méthodes qui sont mises en place. C'est là-dessus où, en effet, on travaille. Oui, on a encore quelques minutes, oui. Vous dites que la difficulté réside dans le fait de renoncer à quelque chose qui nous appartient au bénéfice d'un petit frère, enfin, d'un tiers, oui, voilà, quel qu'il soit. Alors pourquoi dans ce cas-là, c'est plutôt... enfin, on a tendance à voir que la place du deuxième, c'est celle qui est un petit peu plus mal vécue la plupart du temps. Oui, le deuxième, c'est... Pourtant, c'est le premier qui renonce au fait qu'il était enfant unique jusqu'à présent. Oui. Donc il a vécu le premier une expérience qui n'est pas simple. C'est-à-dire que le deuxième, lui, d'abord, il a débarqué. S'il n'a que deuxième, alors, il a vu un premier. Soit il y a eu la focale, le renoncement au niveau du premier, mais si après il y en a un troisième qui arrive, parce que vous parlez de quelqu'un dans lequel il est juste deuxième. Non, tant qu'il est deuxième. En tant qu'il est deuxième, pour lui, la vie, c'est sympa. Hein. Alors, expliquez-moi, c'est quoi le problème concret? Non, bah, moi, j'ai 2 enfants, je trouve que c'est plus difficile pour le deuxième. Qu'est-ce qui est difficile pour lui? De trouver sa place. De trouver sa place, c'est-à-dire qu'il y en a un qui essaie d'occuper la totalité du terrain, c'est le premier. Évidemment. Le premier s'est senti en danger par l'arrivée du deuxième, donc bien sûr, il a tout de suite essayé d'occuper le maximum de place. Normal. Voilà, bienvenue au club. C'est sûr, c'est-à-dire c'est parce que le premier s'est vu en danger, donc évidemment, il fait tout ce qu'il faut pour éliminer le second, quoi. Pour garder toujours cette place. C'est-à-dire que le premier, il a vécu donc cette problématique du renoncement, mais il ne veut pas renoncer, ce qui est normal. Oui, j'ai plus l'impression que c'est le premier, il n'a pas resté zen, entre guillemets, et c'est plus le deuxième qui cherche tout le temps à se faire... Je préfère ne pas répondre à la question parce qu'il faudrait avoir une vision globale de comment ça se passe au quotidien. Et là-dessus, je ne poserai pas la question, donc il faut voir comment ça se passe dans la relation au père et au niveau... Je trouve que c'est un schéma qu'on retrouve souvent. Enfin, c'est-à-dire le deuxième. Je pense que... Souvent le deuxième commence à avoir une difficulté quand il y a un troisième. D'accord? Parce que c'est là où en effet il ne sait plus où il est véritablement, et l'émergence du troisième fait que le premier essaye de reprendre encore une place. On en parlera peut-être une fois dans une autre conférence, hein, sur ces sujets-là de manière plus particulière. Parce que là c'est très fragmentaire ce que je vous dis, donc on ne peut pas vraiment rentrer à l'intérieur. Dernière question. Il n'y a plus de questions? Bon, ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. Et je crois que Bezrat Hashem, on aura le plaisir de se retrouver encore fin juin, avant les vacances et avant de recommencer un cycle. Bezrat Hashem la semaine prochaine, l'année prochaine. Voilà, plein de bonnes choses. Merci.